Bonjour, bienvenue à l'épisode d'Open Layer. Pour cet épisode, j'ai reçu Simon Provencher. Simon, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'université durant la maîtrise, puis c'est toujours vraiment le fun de parler avec lui. On a eu des belles discussions, c'était beaucoup plus quand même axé sur ses expériences personnelles, puis comment il a vécu ça, puis qu'est-ce qui l'a fait changer finalement quand même plusieurs fois de parcours. Donc Simon, c'est quelqu'un qui a fait un bac en actuariat, puis ensuite s'est plus orienté vers la finance après avoir travaillé quelques années en consultation. Puis finalement, il est revenu faire un bac en informatique qui a presque complété. Là, il manque, me semble, de mémoire 2, 3, 4 cours. Là. Puis finalement, il a décidé de faire le switch pour la maîtrise professionnelle en intelligence artificielle. Et il a fait son stage, entre autres, avec Coveo, puis présentement, il s'en va faire remplir son mandat auprès de Corporators. Puis, il fait principalement du machine learning, du NLP, puis on a quand même parlé un peu de qu'est-ce qu'il faisait, mais on a beaucoup plus parlé, finalement, de... Tu sais, ben, c'est quoi qu'est-ce qui nous rend heureux quand on travaille un peu, si on veut, puis les mauvaises expériences, puis peut-être de les signes à écouter, que des fois, c'est peut-être plus important d'écouter nos désirs plutôt qu'un chèque de paye à la fin. Là. Fait que c'est un peu philosophique dit comme ça, mais moi, j'ai vraiment trouvé ça vraiment intéressant de parler avec. C'est pas la première fois qu'on a cette discussion-là. On l'a eu plusieurs fois, puis à chaque fois, on va toujours un petit peu plus deep dans d'autres choses. Puis, il y a beaucoup de choses que j'adore à ce qu'il dit. Moi-même, j'ai passé par là aussi. Puis, j'espère que ça va vous aider aussi, là, peut-être à vous réentrer, puis à comment finalement choisir les choses qui vous intéressent le plus. Fait que, un bel épisode encore une fois. Puis, donc, c'est pas mal ça. Si vous avez d'autres des suggestions, les personnes que j'aurais invitées, comme toujours, juste à m'écrire. Sinon, je vais toujours remercier mes commanditaires qui sont le Spla, l'Allier, Dotlayer et la Gilles, finalement, qui me supportent dans mes activités. Puis, sinon, je vous souhaite une bonne écoute. Yeah, c'est correct, là. Millennial, on fait pas le choix de pas une exposition en podcast. Vive les milléniaux. On est des vieux milléniaux, nous autres, pour ça, là. Ah, pas tant que ça. Mais on est On est en plein milieu de cohorte, nous autres, je pense. C'est Moi, je suis en 91. Ah, c'est 80, c'est vrai, ça commence en 80. Ouais, il y en a des plus vieux que nous autres, là. C'est vrai. Puis je pense que les plus jeunes ont 23 dans un article. De toute façon, effectivement. Parce que c'est vrai, c'est jusqu'en 2000. C'est 20 ans le span. C'est de 1980 à 2000, plus ou moins, des fois une couple d'années. Ouais. Puis, c'est vrai, fait que c'est possible. Je pense que ce qui va finir par nous définir, c'est qu'on est les derniers enfants de la Terre qui ont grandi dans un monde qui avait pas tant... On se souvient d'un monde qui n'a pas d'Internet. Ouais. Tu sais, je me souviens... Un petit cul aller en vélo, puis là dire hey, maman, appellerais-tu la maman à Tristan parce que je m'en viens, puis tu sais, le genre de. Ou quelqu'un se connectait sur Internet, c'était bruyant, là, c'était, le son de ça, c'était comme. Tu te parlais avec je sais pas quoi, puis tu voyais tout ça, puis c'était des kilobytes par seconde là, que t'échangeais, là. Ouais, puis encore, mais c'est ça, on va vraiment avoir vu on va avoir un souvenir des débuts de toute notre vie. Ouais. Un jour, on va pouvoir compter ça, genre qu'on va être rendu à 92 ans, puis... Moi, dans mon temps, il n'y avait pas d'Internet. Exact, ils vont nous trouver fatigants, tu sais, comme quand on se faisait compter des voyages en cheval par nos grands-parents, nous autres. Ouais, là, calme-toi, là. Ben oui, effectivement, c'est vrai. Puis, tu sais, on a aussi connu, tu sais, moi, une console, la première console que je l'ai eu quand même tard, puis c'était Nintendo 64, puis c'était comme la révolution, mais les jeux, c'était carré, là. Il n'y avait pas de forme, mais c'était... the big thing, là. Maintenant, t'es comme, OK, tout le monde a un ordi pour gamer, puis les graphiques, c'est juste incroyable. Mais tu sais, encore là, oui puis non, là, il y a des graphiques qui ont vraiment augmenté, des jeux qui te misent là-dessus, mais d'autres qui misent pas là-dessus. T'sais, Fortnite, c'est un des jeux les populaires, puis c'est pas du tout du graphisme, là, c'est juste le gaming qui est intéressant, là. Ben, j'écoute dire d'une certaine façon, ça monte, je sais pas si on s'en va au sujet du gaming, mais... tu sais, je pense pendant un bout de temps, justement, il y avait des défis techniques importants, puis le monde était toujours juste dans un genre de build-up. Puis là, c'est comme si en se développant comme forme plus artistique, le monde a comme backtracké à certains endroits par force de pas avoir toute la puissance de développement que tu sais. Puis à un moment donné, il faut que tu fasses des choix, puis ça te force à aller dans l'artistique un peu plus, tu sais. Ouais. T'as des petits jeux, dans le fond, qui ont des graphiques pas plus beaux que ce qu'on pouvait jouer qu'on avait, tu sais, il y a 8-9 ans, mais qui sont des petits chefs-d'œuvre, là. Ouais, c'est ça, de gameplay ou d'histoire, puis tout ça, là, finalement, c'est Tell the Story, là. Mais c'est quand même intéressant de voir, finalement, tu sais, les GPU se sont quand même beaucoup développés à cause des jeux vidéo, qui est vraiment en essor, puis qui a rapporté beaucoup par après ça au deep learning et compagnie, là, tu sais, que à la base, c'est parce qu'il y avait un besoin beaucoup plus d'argent, parce qu'il y avait un potentiel de faire de l'argent, puis par la bande, ça a juste fait comme, hey, mais en même temps, on a développé un secteur qu'on savait même pas qu'on allait faire, là, tu sais. J'ai même l'impression qu'une business comme Nvidia ou AMD a même été surprise elle-même de probablement tout ça, parce que, tu sais, écoute, moi, je me rappelle quand même, t'as pas besoin de reculer ben,
pour voir Nvidia comme une business que la seule affaire, dans le fond, c'était le gaming. C'était ça le mainstay. Puis là, tu vois, puis en fait, je dirais, même moi, je suis un peu je suis vraiment représentatif de ça. Je me suis acheté une carte graphique peut-être en 2000. Mon Dieu, je pense que c'était en 2011 parce que je voulais avoir un setup popé pour jouer à Skyrim quand c'est sorti. C'était quand même important. Puis finalement, quand je suis retourné à l'école puis tout, ben là, il y avait du deep à faire. Fait que j'ai mis... exactement. Fait que finalement, puis à ce moment-là, ben c'est ça, je dirais, je gamais quand même un peu moins. Puis de toute façon, justement, des jeux moins intensifs de toute façon. Là. Fait que finalement, j'ai mis ça du reboot en Linux sur ma petite boîte Windows de gaming. Puis c'est devenu une carte pour faire du compute, là, c'est ça, là, tu sais. That's it. Mais c'est vrai que c'est un peu, je pense... Je sais pas s'il y a des gens qui avaient anticipé que ça allait venir de même. C'est comme de dire, hey, le deep, ça va être notre prochain créneau. Tu sais, je veux dire, Nvidia, présentement, font du cash avec ça. Peut-être pas le deep, mais c'est sûr que la connexion s'est faite vite parce que, tu sais. Ouais, c'est ça. D'un coup, ils ont fait une opportunité. C'est pour faire l'algèbre linéaire. Là. Fait que, à un moment donné, si quelqu'un dit qu'il y a de quoi de hot qui s'en vient, qui est essentiellement de l'algèbre linéaire, ben, t'as pas besoin d'un doctorat pour te dire. Money! Exactement. Exactement. Ben, c'est sûr qu'ils utilisaient beaucoup, d'après moi, ça pour des serveurs où est-ce que c'était calculer des affaires. On avait besoin quand même d'une charge de compute, mais d'aller aussi loin que c'est rendu que moi, chez nous, j'en ai une puis que je peux en faire. C'est la démocratisation finalement des GPU, là, d'une certaine façon. Tu sais, une ATX 2080, nous autres qu'on utilise là, à 8 gigs, c'est pas si cher que ça, 500$. Non, j'exagère, c'est pas vrai, plus 1000$. C'est un 1000$. Ouais, je veux dire, considérant, c'est pas tant gros. Pas de l'équipement, c'est ça. Pour ce que tu fais avec, ça fonctionne très bien pour qu'est-ce qu'on a à faire. T'sais. C'est sûr qu'on n'est pas comme Google, qu'on est capable d'en prendre 64 en parallèle, puis faire un GPT-2, puis des affaires qui ont juste plus rapport. Mais on est capable de faire des affaires vraiment funky, d'entraîner des modèles en une couple de secondes, puis ça fait un job à maudit. Puis ça fait vraiment une bonne différence. Là, CPU, GPU, là, c'est immense la différence de temps de calcul. Là. Mais pour commencer du début aussi, là, parlons du début, mettons, le bac, puis tout. Ouais, ben écoute... Moi, c'est ça, on dit on est des plus vieux milléniaux, mais c'est ça, j'étais assez central. Moi, je suis rentré à l'université automne 2009. Fait que la crise financière était full blonde, mais tu sais, je suis un peu avant. Tu sais, je suis pas dessus de la... Il y a quand même une cohorte en moment où le monde avait plus de mal à se placer. Là, ça, ce monde-là sont un petit peu plus vieux que moi. Là, tu parles au bac, là, c'est ça? Ouais, au bac. Ça, ben, collectivement, le monde, il y avait moins d'emplois dans tout. Fait que les premiers que tu coupes, c'est les juniors. Voilà. Fait que moi, je suis rentré... Je me rappelle rentrer au bac, puis... que un peu malgré la réputation d'Actuaria comme étant la job que tu te fais dream job, il y avait quand même du monde, je me rappelle les années un petit peu plus vieux que moi qui avait, c'est ça, tu sentais qu'il y avait une petite tension, tu sais, mais qui, tu sais, évidemment s'est résorbé entre le temps que j'ai fini moi en 2012, mais ouais, je dirais je sais pas si tu voulais qu'on commence par, dans le fond, qu'est-ce qui m'a amené là ou... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as mettons, à reconsidérer tous les choix du bac, là, on sait qu'on a un peu parlé, mais juste en reparler avec les gens, là, tu sais. Parce qu'on a un peu le même genre de parcours, finalement, qu'on a fait de, comme dire, c'est-tu vraiment pour moi, là, tu sais? Pense-en un peu, là. Ben, tu vois, je dirais j'ai toujours, tu sais... Le défi intellectuel qu'il y avait dans l'actuariat quand même était très intéressant pour moi. Fait que c'est pour ça que je dirais, tant que c'était dans le cadre des cours, j'ai jamais eu de misère. J'étais pas le premier de classe, là, c'est pas ça, mais le défi me gardait intéressé dans le fond. Fait que j'avais pas de misère à m'asseoir puis à faire ce que j'avais à faire parce que le défi intellectuel était là. Je reste surtout les 2 premières années d'actu. Je me suis rendu compte qu'il faut qu'il t'amène à un certain niveau d'un point de vue probabilité, statistique, etc. Puis compréhension des modèles quand même. Là. Mais une fois que tu as atteint ce niveau-là puis tu es rendu en 3e année, à part encore comme théorie du risque, que tu touches un peu justement au copul ou à des concepts un petit peu plus poussés, tu sais, tu es dans l'applicatif. Puis quand tu es rendu en 3e année puis que tu te fais montrer un triangle de réclamation en IRD, c'est pas comme si tu tombes en bas de ta chaise de à quel point c'est compliqué. Là. On s'entend. Bon. Il y a quand même un clash entre l'appliqué puis la théorie, finalement. Là, c'est vraiment la théorie complexe. Puis des fois, t'es comme, ouais, mais c'est parce que c'est une règle du pouce que tu me présentes. Là. C'est ça. Puis c'est un peu là que je m'en vais. T'sais, théorie-application, il y a un énorme gap. Puis je dirais, moi, la manière que je l'ai vécu, tu vois, après ma première année, là, j'avais une bonne plug. Je pense que c'était
c'était ma belle-mère à l'époque, qui connaissait quelqu'un, tu vois le genre de situation, là, t'es un petit gars de 20 ans, puis tu te cherches un stage. C'est ça. Quand ça passe par la belle-mère, l'ami, exactement, c'est toujours pas mal mieux. I wanna work. Exactement. Fait que finalement, j'avais eu un bref stage à la capitale. C'est-tu prêt courant dans ce temps-là, les stages? Maintenant, le bac, c'est quasiment 100% du monde qui a un stage, là. Oui, je dirais pas. La première année, on n'était pas nombreux à faire un stage. Tu sais, je pense pas que si j'avais juste envoyé mon CV comme ça, je pense pas qu'il y a personne qui l'aurait en même temps regardé. C'est juste que là, t'avais une plug, un bras long. La plug a mis mon CV sur le top de la pile. J'ai rencontré la dame qui était responsable du département, puis je pense que ça m'avait saisi un peu, puis constaté que ça allait être correct, là. Tu sais, j'étais capable de donner un petit coup de pouce quand même. Fait que arrive là, en corporatif, acteur corporatif, puis ça a été un choc, tu sais. Je dirais, overall, ça a quand même bien été. Je voulais pas déplaire, je voulais donner une bonne impression. C'était évidemment une première expérience de travail dans un milieu beaucoup plus formel, là, qui est pas genre et non, un restaurant ou un camp d'été. des burgers, bon, c'est ça. Exact. Mais la réalité de la job m'a frappé quand même pas mal. Je dirais, peut-être au début, il y avait quand même un certain défi un petit peu plus technique parce qu'il fallait quand même que j'apprenne un peu à savoir ce qu'ils voulaient que je fasse. Mais à voir les autres, à voir ceux qui ça faisait quelques années qui étaient dans le domaine et tout ça, j'ai quand même eu un genre de c'est ça que je veux. Puis j'avais pas la maturité, je dirais. D'une part, il manquait la maturité de reconnaître la nature du travail, mais je dirais aussi je sentais pas non plus que les gens qui étaient là, c'était des gens avec qui j'allais avoir des affinités si fortes. T'sais, évidemment, il y en a beaucoup qui étaient sur l'âge. Ceci dit, j'étais jeune et tout ça. Mais il y avait quand même des gars, je dirais qu'à l'époque, il y avait peut-être 24, là, 23, 24. Fait que, tu sais, pas un différentiel d'âge monstrueux. Mais quand même, c'est ça, j'ai eu un genre de, quand même un léger turn-off là, de comme, oh, ok, c'est ça le milieu, c'est ça l'ambiance. D'ailleurs, à ce moment-là, ça par contre, ça, c'était même pas en actuariat, mais sur le même floor, il y avait les réclamations, puis c'était comme le centre d'appel de la capitale qui était là. Okay. Puis un bon matin, genre de juillet, je me pointe au travail, puis là, il y avait 4 dames de l'autre côté qui étaient en train de célébrer un anniversaire. Mais pas un anniversaire genre bonne fête Jacinthe, 48 ans. C'était un anniversaire de il te reste combien d'années avant la retraite? Et c'était son 15e anniversaire pré-retraite. Et ça, mon gars. Ça m'a quand même frappé comme un sac de briques. Là, je me suis dit, hey, est-ce que c'est ça, là, tu sais, c'est ça c'est ça que je veux vivre. C'est ça que je veux vivre, là. C'est pas le même département, c'est pas les mêmes jobs et tout, mais ça donnait quand même une impression. Tous les genres d'emploi, tu peux t'arramasser à faire ça, tu sais. Tout genre de profil aussi, là, exact. Mais ça fait quand même, effectivement. Fait que j'ai une expérience, je dirais, tu sais, positive dans le sens que je pense ultimement, considérant là où j'en étais dans ma vie, j'ai fait une job qui est tout à fait décente. Tu sais, ça a été très instructif pour moi. Puis je suis encore, tu sais, évidemment reconnaissant de l'opportunité qui m'a été tendue, là. Tu sais, c'est pas... je vais pas commencer à dire des niaiseries, là, mais c'est juste le contexte autour, c'est ça, le contexte. Le choc par rapport à tes valeurs. Là. Tu fais quand même un apprentissage par rapport à, OK, c'est ça, un peu la réalité du travail. Fait que finalement, je rentre en deuxième année d'actuariat, puis ben vite, je retourne dans mes conforts là, de juste regarder mes lois de Pareto, puis etc., puis faire mes intégrales. Puis j'ai eu la chance à ce moment-là, j'ai gagné une bonne bourse qui était donnée. Je sais pas si c'est donné encore, la bourse de la Munich. Je pense comme que bourse excellence, la Munich, une affaire comme ça. Qui me semble qu'il était quand même une couple de mille, là, tu sais. Ouais, c'était substantiel. C'était quand même substantiel. Bourse, je dirais ça a payé mes études essentiellement comme 1 an. Ce qui est quand même beaucoup. Ce qui est beaucoup. Puis après ça, il y avait évidemment un stage qui suivait ça. Souvent ça. Là. Évidemment. Puis ça, je dois dire, ça, j'ai eu du fun par contre. Parce que là, c'était... je suis parti à Montréal. Puis c'était, là, à ce moment, je dirais, c'était un peu particulier parce que le bureau de Montréal, de Munich Re, faisait non seulement le Canada, mais il faisait aussi les Caraïbes. Fait qu'il y avait une couple de dossiers un peu plus funky
qui descendaient dans les îles, là, tu sais, genre, OK, on a un deal de réassurance pour un assureur, là, tu sais, un peu par rapport, genre, à Trinidad, là. Fait que, il y avait quelque chose d'un petit peu funky là-dedans qui était sympathique. Puis c'était une plus petite équipe, plus, tu sais, plus dynamique un peu. Ça, je dois dire, j'ai eu bien du fun. Fait que ça m'a comme réaccroché à la profession. Puis je pense que si j'avais pas eu ça, probable que je me serais posé même des longues questions à même comme rentrer en actuariat. Travail, là, c'est ça, hein. Tu sais, comme analyste en actuariat, dans le fond. Mais ça m'a donné un vrai bon boost. Puis finalement, par contre, écoute, je pense que ça c'était 2011. Je pense que c'est l'année des gros tremblements de terre au Chili. Puis il downsizeait. Okay. Il s'était fait ramasser, là. C'était la nouvelle. OK. Ça coûtait cher l'assurance. Ça avait coûté cher, s'il vous plaît. Puis, écoute, je sais pas, c'est pas juste ça, mais dans le contexte, il y avait downsizé le bureau à Montréal. Fait que, évidemment, c'était pas une option que je rentre. Je pense qu'ils venaient de mettre 15 à 20 personnes dehors. Là. Ouais, tu te rends pas un petit nouveau junior, là. Absolument pas. Fait que, finalement, je suis allé vers mon second best guess, qui était la consultation actuelle. Parce que je voulais rester justement dans un milieu, j'avais compris que j'étais mieux dans un environnement un petit peu plus business. Fait que je me suis dit, plutôt qu'aller chez un assureur, justement, une place comme la Capitale avait évidemment teinté mon expérience à ce moment-là. Je me suis dit, je vais aller en consultation. Fait que je suis rentré chez Mercer. Dans le genre de milieu qu'on connaît. C'est ruthless. Ouais, c'est assez ruthless. Tu sais, j'ai jamais fait de consultation en actuariat non plus, là, mais la façon que je perçois ça, tu sais, j'ai une amie que je reçois souvent des snaps que genre, comme elle a des crises de comme, je peux pas faire de 8 à 10 heures le soir, du lundi au vendredi, puis avoir une vie, là. Tu sais, je l'ai pas vécu aussi pire que ça, là. Tu sais, c'était, je dirais, oui, OK, les heures, mais je dirais, je l'ai pas eu, là. J'ai fait ça très rarement, là, tu sais, de rester au bureau à 10 heures le soir, là. C'était pas, je qualifierais pas ça de monnaie courante quand même, là, tu sais, c'était pas si, tu sais, cet aspect-là était pas si mal. Mais d'un autre côté, j'étais pas non plus le plus motivé à être là. Tu sais, t'avais des gens qui rentraient le samedi puis le dimanche. C'est... OK. Ouais. Build your career, là, genre, c'est ça, là. Exactement. Tu sais, climb your way to the top, là. Exactement. Puis pour vrai, je dirais, ça aurait pas été... C'est que, tu sais, je repense à ça aujourd'hui, puis un peu plus tard dans ma carrière, j'ai fait justement des jobs à un moment donné qui étaient un petit peu plus exigeantes en termes de temps. Mais tu sais, c'était pas... Ultimement, je dirais, c'est pas le temps qui m'a tué, c'est la répétition. Les mandats, non? Le genre de mandat, tu sais, qui était, je dirais, dans bien des cas, justement, qui ne demandait pas vraiment d'appliquer le temps d'intelligence, là. Tu sais, c'était copie-colle, vérifie que ta fonction d'Excel fonctionne, puis que ça a vaguement... De la belle programmation, mettons, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, dans un certain point, pour certains niveaux, ça peut fonctionner, mais c'est juste qu'à un moment donné, scale-up, c'est peut-être pas le meilleur outil, là, tu sais. Ouais. Puis c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup appris, puis que je suis quand même souvent en contradiction avec mes amis qui sont encore dans le domaine sur le scale-up, finalement, les solutions à un certain point. Okay, tu veux juste montrer, genre, 10 points de données, tu veux faire un petit graphique, puis ça fait une belle présentation des données. Là, t'es rendu, tu veux faire une pipeline d'acquisition de données, générer des résultats, puis mettre des modèles par-dessus. Ouais. Est-ce que vraiment Excel, c'est ton meilleur outil? Je ne pense pas. Tu veux faire la distribution d'informations? Pas sûr. C'est souvent aussi, ce genre de fichiers-là, c'est souvent des potentiels breaches de sécurité. On a eu des exemples récemment avec ça. Pas juste Desjardins, mais il y en a plein d'autres que justement, c'est des fichiers CSV qui traînent sur des répertoires publics, accessibles quasiment par tout le monde. Quelque chose qui fonctionne pas là, dans ta protection des données. Là, puis on rentre même pas dans le suivi de ce qui est fait. Il n'y a pas de code base. C'est genre, c'est 8 binaries. C'est ça. Il n'y a rien à faire avec ça. Tu peux pas comparer. Tu sais, c'est quelque chose mais si tu n'as pas utilisé Git, c'est difficile à comprendre ça, je pense. C'est finalement qui est un outil, pour ceux qui le connaissent pas, là, mettons, qui te permet vraiment de versionaliser ton travail puis de dire, mais j'ai une version A, B, C, puis je sais c'est quoi les différences, les delta modifications. Puis quand tu travailles en équipe, c'est essentiel. Quand tu travailles la programmation, c'est essentiel. Ça fait depuis les années 2000 que c'est réglé par l'informatique, puis on a encore de la misère à l'implanter dans des structures où on utilise beaucoup d'informatique. Coder vient avec Git, ou peu importe la solution que tu prends, ça peut être Mercurial, ça peut être d'autres, mais un processus de versionalisation, c'est important. Ouais. Puis c'est toi qui m'avais parlé aussi, que tu avais fait à un moment donné, t'avais-tu un Git diff pour comparer des textes, puis t'étais supposé le faire word by word. Ouais, ça justement, c'était quand j'étais chez Mercer, puis je dirais, c'est que j'allais un peu venir au point à...
je dirais, une des choses qui me reste une déception qui reste une déception forte pour moi du monde de la consultation, c'est que, justement, en m'approchant de l'angle un petit peu plus, tu sais, business, d'avoir justement une relation plus business to business et non juste rester à l'interne comme les acteurs qui vont travailler chez un assureur. J'avais l'impression qu'il allait avoir quand même une forme au moins une quête là, d'efficience, tu sais, d'avoir des systèmes justement, tu sais, qui vont plus vite, tu sais, qui servent la clientèle plus vite, etc. Mais, tu sais, c'est paradoxal parce que dans le fond, t'es dans un milieu qui bill, qui cherche à biller de l'heure. Puis, sans que ce soit fait évidemment de façon, je dirais, tu sais, consciente, là, nécessairement, ou, tu sais, organisée par personne, t'es dans un monde où il y a que quelques joueurs. Puis je dirais même moi, dans mes années, Towers a mergé avec Watson. Tu sais, c'est... Oui, Fait qu'à un moment donné, il y a trois places. Joueurs, il y a 3 places où tu peux travailler. Tu sais. C'est ça. Fait que quand tu es tanné de chez Mercer, tu vas chez Aeon. Tu sais, il y a pas... C'est ça, là. C'est très incestueux. Fait que... Puis ça se promène quand même assez que d'une place à l'autre, c'est essentiellement la même chose. Puis les processus ont tous été standardisés à... Ben, si tu fais un renouvellement d'assurance collective, c'est tant d'heures. Tant de personnes qui travaillent là-dessus pendant tant de temps, puis on bill le temps. Quand tu fais, peu importe, quand tu fais une révision, quand tu fais une validation de réserve actuarielle, ben, ça prend tant de personnes, tant de temps. Tu sais, puis il n'y a pas... Puis puisque tu billes de l'heure, il n'y a aucune pression vraiment nulle part. À diminuer le nombre d'heures. Puis l'autre chose aussi, c'est que tu fais un travail qui est quand même ultimement relativement spécialisé. Le client ne sait pas trop ce que tu fais. Puis tu te positionnes comme la personne de référence qui va dire si ce que tu fais, c'est bon. Ouais. Il y a quelque chose d'un très Ouroboros là-dedans, là, tu sais, raisonnement circulaire, là, que, bon. Fait que, je dirais ça reste quelque chose avec lequel j'ai eu du mal en consultation, puis justement, à cause de ça, j'étais du genre à vouloir prendre différents projets spéciaux, tu sais. J'ai fait un projet de détection de fraude en assurance médicaments. Elle a quand même réussi à pincer quelques pharmaciens, mais tu sais, il n'y a pas de reconnaissance de ça, c'est-à-dire de, OK, qui qu'on bill, c'est un projet pilote, on sait pas trop qu'est-ce qu'on fait avec ça. Je cadrerais pas dans ce qu'un analyste en actuariat qui commence à se poser vraiment à faire. Fait que, bah, ok, t'as fait ça, bon, on s'en fout pas mal, tu sais, alors que moi, je me disais, là, une opportunité de faire quelque chose de claim to the top, c'est ça aussi, là, exact, tu sais. Mais j'étais pas du tout dans un environnement qui valorisait ça. Qui valorise ça. Fait que, ouais, je dirais s'il y a un étudiant en actuariat qui nous écoute en ce moment, c'est pas évidemment de don't swear off, pour parler bien français. C'est pas que c'est des mauvais milieux de travail, là, c'est pas ça. Là. Mais c'est un milieu de travail qui est exigeant. Puis quelqu'un qui est bien là-dedans et quelqu'un qui est quand même qui sent à l'aise avec, je dirais, c'est ça, une forme quand même de répétition, de suivre un processus, puis d'avoir une attention aux détails aussi. Ce qui fait la différence, c'est d'avoir de l'attention aux détails, chose que j'avais honnêtement beaucoup moins. Je suis plus une personne qui regarde big picture. Justement, je sentais des points de tension dans la manière que la business opère, qui m'énervait un peu. C'est pas tout le monde qui va avoir le même genre de vision, le même genre de perception des choses que moi. En anglais, your mileage may vary. Là. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, puis aussi, je pense qu'on a tout un peu notre perception, puis nos propres valeurs aussi qui nous définissent, puis nos objectifs, etc. Là, tu sais. C'est pas tout le monde, le switch qu'on a fait, c'est pas tout le monde qui va le faire, puis c'est bien correct avec ça, là. On peut pas tout le monde faire du machine learning ou faire le switch de même. Il y a des gens que ça correspond à ça. Mais je pense que c'est juste. Il est un petit peu fatigué, t'as un petit switch. Ouais, c'est ça. C'est juste le. Ouais, exact. Je toucherai plus. Non, c'est correct, c'est juste qu'il des fois il est un petit peu faible. Okay. Tu sais, à un moment donné, c'est juste de se rattacher à ce qui correspond à tes besoins. Là. Sur court terme, moyen terme, puis long terme aussi. Tu sais, comme l'exemple que tu as, genre, il y a 15 ans à la fin de ta retraite, ça peut être long, là, 40 ans de travail. Tu sais. Ça peut être très long. Tu peux regarder, il veut pas la vie passer longtemps. Là. Mais j'avais un exemple pour enchérir là-dessus. Mon père m'avait parlé, il travaillait à STM, il travaille à STM, que tu sais qui donnent les billets de métro à l'intérieur. Là, c'est peut-être pas la job la plus stimulante, on peut se l'imaginer. Puis il y en a que souvent, c'est des fois, ils se retrouvent là nécessairement pour peu importe les circonstances. Il peut plus conduire un autobus parce qu'il y a le dos scrap, puis tu sais, c'est pas toujours des positions nice. Peu importe qu'est-ce qui se passe. Puis, ben, tu sais, il y en a qui ont des calendriers avec des X à chaque jour. Là, ouais. Pour avant le jour de sa retraite. Tu sais. Ouais. Fait que c'est long. C'est longtemps. Fait que je pense juste le message à retenir de ça, c'est choisis qu'est-ce que tu veux vraiment. Ouais. Ça peut être longtemps. Ça peut être long. Puis si d'un coup tu as une hypothèque, c'est peut-être là que c'est encore plus tough de faire un move. Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'il y a en fait beaucoup trop d'exemples
de personnes qui finalement se font prendre dans le... Tu sais, je dirais, ça fait très cliché, là, ça fait très quarter life crisis, là, mais tu sais, ce qu'on appelle le fameux life script, là, c'est de dire, OK, c'est important que tu fasses ton bac, après ça, tu commences dans ta job, après ça, tu... T'achètes une maison, Tu achètes une maison, puis idéalement, tu as un deck, une piscine hors terre, une niche dans le cour, peut-être un cabanon, un atelier, puis éventuellement, par frustration, tu te bâtis un man cave dans le sous-sol, puis t'en sors plus. Fait que chacun ses choix, c'est ça que t'as Ouais, exactement, chacun ses choix. C'est correct. On n'est pas en train de dire qu'il y en a un mieux qu'un autre, là, voyons. Faut juste... Mais tu sais, maintenant, c'est juste... Faut que tu sois conscient des implications de ce qui se passe, là. Moi, je pense, là. Tu sais, en impliquant de retourner aux études, je savais que je me mettais dans une position... Oui, à un moment donné, je retournais aux études, tu sais, après avoir travaillé sur le marché, mais je savais que ça impliquait quelque chose, tu sais, il fallait que je fasse des sacrifices, quelque chose, mais... On the end of the round, genre, je suis très satisfait d'avoir ce fait choix-là. Là, Puis, mettons, à quel moment, toi, ça a été le déclic? Parce que là, tu as commencé par faire de l'informatique. Qu'est-ce qui a été le déclic de t'amener vers ça? Une formation, c'est proche de ce qu'on fait, mais qui est quand même plus très, très, très technique aussi. Tu veux dire passer de l'informatique au... tu veux dire actuariat en informatique? Actuariat vers l'informatique, puis après ça, tu as fait l'informatique vers le machine learning. On en parlera après. Là. Ben, tu sais, évidemment, j'avais toujours... Parce que là, dans le fond, tu vois, bon, tu te mets en 2015-16. Moi, dans le fond, après avoir quitté... Ouais, ça va, t'as fait de la finance aussi, entre les deux. Là, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, j'étais bien tanné, puis j'avais une opportunité parce que c'est juste une histoire de famille. Mon père, qui est conseiller en placement encore aujourd'hui, fait que dans le fond, c'est une équipe de gestion de patrimoine, je dirais plus spécifiquement. Okay. Fait que j'avais une occasion là. Il n'y avait personne à l'interne qui était vraiment dédié à faire de l'assurance. Fait qu'évidemment, dire, ben regarde, parfait, on va faire venir quelqu'un qui fait son actuariat, puis on va l'installer là, tu sais, on va lui donner ce créneau-là. Fait que je revenais à Québec. Puis j'ai récupéré la partie assurance. Au début, j'étais très tout seul. Ça n'a pas été des années faciles, en toute franchise. Là. J'étais content de sortir d'un milieu qui, pour moi, était assez toxique dans la consultation. Mais je dirais, j'ai eu quand même un peu des difficultés dans ce bout-là. Tu sais, plan personnel, justement, plan gestion de carrière, etc. Mais éventuellement, je dirais que ça s'est placé. Je fait du développement d'affaires. J'étais vraiment plus dans un rôle, évidemment, de plus de vente, plus d'admin, je dirais plus comme j'appellerais ça un rôle. Évidemment, j'ai eu le chapeau, bon, je suis allé chercher mes titres, là. J'ai eu mon titre de conseiller en sécurité financière puis de conseiller en placement. Fait que il fallait que je m'intéresse à ces deux sujets-là. Chose qui était tout à fait intéressante. Mais je dirais, on y reviendra, mais j'ai fini par être très désabusé là, de l'aspect placement là, pour différentes raisons. Mais je dirais c'est que finalement la constante dans tout ce que je faisais, autant en actuariat que dans le fond ce qui m'intéressait justement c'était des projets un peu spéciaux où je montais des plateformes à l'époque Excel VBA parce que je savais pas vraiment coder avec autre chose. C'est correct, c'est l'outil que tu as appris. C'est l'outil que j'ai appris, fait que ce que j'appelle aujourd'hui des monstres de Frankenstein, je n'ai fait plusieurs. Des monolithes, là, genre des un code base de 3500 lignes. Pas maintenable, avec des fonctions Excel, mon gars, de genre 300 caractères qu'il n'y a rien à comprendre une fois que tu l'as même écrit une fois. Une variable A, c'était grâce à faire le job, ça là. Ouais, exactement. Puis aussi, une affaire que j'aimais utiliser, c'était des fonctions dans Excel qui fonctionnent par array, genre. Si tu fais comme Ctrl-Shift-Enter, je pense. Écoute, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Okay. Mais tu sais, il y a des façons de faire des fonctions vraiment funky en Excel. Ceci dit, mais tu sais, c'est que c'est complètement pas retravaillable. C'est ça, c'est très difficile à le dire. C'est la lisibilité, là. Ouais, il n'y a pas de documentation. Complètement. C'est ça qui est difficile à long terme là, pour un code base. C'est quelque chose que tu vas. Tu sais, même encore là, on va toujours juste utiliser ça, faire ça. Ouais, mais mettons, dans 3 ans, j'ai un changement de la réglementation. Ouais. Bonne chance. Puis là, ben, bonne chance. C'est où que Simon il a mis ça. Là, c'est ça. Là, fait que tu sais, c'est comme cauchemardex, mais tu sais, j'avais un intérêt, j'en faisais même par plaisir. Là. Je dirais que s'il y a quelque chose qui pouvait me garder justement à job, même un vendredi soir, ou de me dire, je vais checker ça un samedi après-midi, c'était ça. OK. Fait que je savais que j'avais un intérêt. Puis après ça, quand je suis allé vers le placement, j'ai gardé cet intérêt-là. Je me suis amusé à développer un paquet d'affaires. À un moment donné, j'avais monté un système quand même relativement cute, là, que tu étais capable de prendre des extraits du CRM, le Customer Relationship Manager, qui est comme ta grosse base de données pour des clients, dans le fond. Okay. Fait que tu as toute leur information là-dedans, mais tu étais capable de sortir des extraits CSV, puis j'ai passé dans un Excel qui, dans le fond,
suivait les objectifs de placement que l'équipe s'était donné, puis qui te disait, ben, vends ça, achète ça, voici les échéances, etc. OK. Fait que, tu sais, genre de petits projets que j'aimais bien, qui me gardaient là, je dirais, tu sais, parce que justement, il y avait un défi, il y avait le côté de, on fait ça manuellement, on sait pas comment l'automatiser, puis moi, j'arrivais, puis je l'automatisais, tu sais. Puis ça m'a vraiment accroché. Fait que je dirais, moi, le premier levier vers le ML, ça a été l'automatisation de processus. Puis autant, justement, du côté du placement, que même, justement, du côté d'une boîte comme Mercer, où il y a beaucoup de processus que je voyais qui étaient tout à fait automatisables. Wow, que c'est tout le monde. Quelque chose à faire. C'est juste cliquer sur des boutons quasiment, là, Ouais. tu sais. Fait que moi, je dirais ouais, c'était vraiment... C'est ça, l'aspect... J'aimais ça développer. Ça, je le savais déjà. Fait que ça me guidait vers l'informatique. Puis après ça, ben, l'aspect d'automatisation me faisait triper. Puis bien sûr, tu peux faire ça sans tomber dans le ML, c'est évident. Ah, c'est ça, tu peux faire des règles aussi, qu'il n'y a pas de problème. C'est exactement. ça, mais dans le contexte où là, j'avais fait mon actuariat, puis j'avais les notions en statistique, quand même... Ça te plaçait bien sur ça. Ça me plaçait bien. Puis rendu en 2016, le mouvement s'était assez popularisé, que c'était quelque chose qui était connu. Là. Quand je suis sorti de mon premier bac, ImageNet venait, je pense dans les mois suivants, ImageNet est apparu. Fait que moi, j'ai comme manqué, j'ai tout juste manqué de cette transformation-là. Puis quand j'ai recommencé à m'intéresser à ça, puis dire, OK, bon, ben, peut-être ce serait bon que je retourne à l'école, qu'est-ce que je fais et tout. Là, c'était rendu, sans être full-blown, je dirais que c'était comme acheter du Bitcoin quand il était à 500$. Ouais. Ça commençait à circuler dans un genre de in-grow plus largement, mais c'était pas encore là, à 350, grand public. c'est ça, 35 000 pièces de Bitcoin. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que... tu étais au début de la vague. Là, ouais, genre, la vague avait commencé à grossir. Là. Il y avait tout le monde qui avait commencé à surfer déjà depuis un bout. Là. Exactement. Fait que je voyais ça comme... Je voulais d'abord, justement, je dirais, c'est ça, là, on y reviendra, mais tu sais, j'étais confronté à... C'est ça un peu la réalité, de dire, bon, ben, l'actuariat très traditionnel, c'est pas chaussure à mon pied. Puis, tout ce qui est le monde du placement non plus, pour d'autres raisons. C'était tout à fait intéressant. Mais, OK, voilà, ce qui me fait vraiment triper, justement, qui me garde éveillé, puis que j'ai le goût d'en faire la fin de semaine, c'est monter des systèmes, automatiser des processus. Faut que j'aille, tu sais, je vais formaliser ça. Faut que j'arrête de faire des monstres de Frankenstein en Excel. Faut que j'apprenne vraiment à coder, puis tu sais, c'est ça, la vraie affaire, ce qui a donc mené à, ben, je m'en vais en informatique. Okay. Fait que ça, c'était step one. Puis contrairement, je dirais, à certains qui, je pense, voulaient vraiment juste faire comme le minimum en informatique pour jumper vers le ML, moi, j'avais vraiment, par intérêt personnel, puis par souci, justement, de pousser un peu plus la machine de ce côté-là, j'étais vraiment intéressé de, tu sais, faire la formation, aller faire mes cours d'informatique pour vrai. Tu sais, je me suis inscrit au bac, pas à des cours de rattrapage. J'ai fait quand même 2 ans. Je l'ai pas fini, il me manque, je pense, 5 cours pour avoir le bac en informatique. OK. Fait que, tu sais, je l'ai quand même fait une bonne partie, là. Le très gros morceau, là. Exact. Fait que ça m'a mené à un niveau où j'avais quand même une bonne confiance dans mes capacités à, justement, bâtir. Je dirais, aujourd'hui, justement, là, ma maîtrise se termine. C'est terminé. C'est terminé, essentiellement. Il me reste un truc à faire. Ouais, le dernier examen hier. C'est fini. C'est quand même pas mal fini, là. C'est big, ouais. C'est quand même une grosse étape. Simon. Ouais, exact. Maître de l'intelligence artificielle. Ça sonne bien quand même. Fait que ouais, tout ça pour dire que je voulais quand même mettre la gomme un peu plus du côté. Pour aller chercher un bon background technique. Là. Ouais, c'est ça. Puis justement, avoir les moyens de mes ambitions, dans le sens que si justement je voyais des occasions d'automatiser bien des processus. Ça l'aide d'avoir une bonne connaissance. Là, tu sais, comprendre une base de données, comment ça fonctionne, comment tu sais. Le web, je pense, il y a beaucoup de données que tu vas extraire du web là, maintenant, là, quand même beaucoup. Puis c'est quand même important, je pense, du scraper, là, on utilise ça pas mal, là, ou comment extraire bien les données. Puis c'est bien, ça peut s'apprendre sur le tas, là, mais c'est quand même bien de le formaliser, comprendre le système, l'iOS, etc. Ouais. Tout ça est pertinent, je pense. Parce que si on parle de scraping, c'est sûr que tu m'enlèverais bien de la formation, puis j'aurais pas de misère là, à écrire un script de bio. Ouais, c'est ça. Puis l'apprendre sur le tas. C'est ça, c'est pas un problème. Là. C'est pas, c'est pas bien cet aspect-là, mais c'est toute l'approche structurée de comment, c'est ça. Ben, c'est QA finalement. Moi, je pense que tout amène à faire le cours de qualité métrique, moi, je pense. Tout à fait. Puis, moi, c'est comme ça qu'on me l'a vendu, puis c'est comme ça que je me suis rendu à faire C++, à faire Glo, puis de tout aller vers là pour ce cours-là, uniquement. Ouais. Puis je regrette vraiment pas. Ce qui m'a juste fait chier, c'est que je me suis rendu compte à quel point j'étais pas bon.
Puis que là, j'étais comme, ben là, Caroline, je suis tout à reprendre, tu sais. Puis je me suis rendu compte que pour vrai, moi, j'ai beaucoup de respect pour les ingénieurs de logiciels et le travail qu'ils font. Tout à fait. Je trouve ça fascinant. Puis, là, en arrière, moi, c'est ce que je ferais. Je pense 4 que. ans de génie logiciel. Moi, j'ai. Ouais, honnêtement. Je trouve ça... Ce qui m'a retenu, c'est que je regardais le monde qui est en génie logiciel, puis j'étais beaucoup trop préoccupé par les apparences et un peu le prestige là, du côté de l'actuariat. Ouais, qui est très légitime. Là, finalement, c'est un emploi très, très prestigieux, associé quand même avec un rôle social important. Il y a une étiquette qui vient avec. Tu as des années d'actuaires qui ont travaillé fort pour construire cette étiquette-là, puis toi, tu peux l'utiliser. Mais les gens de génie logiciel n'ont pas encore la capacité de pouvoir dire ça, parce que c'est très récent comme profession. Mais il y a des gens là-dedans que j'ai rencontrés qui sont extrêmement compétents. Puis, tu vois, pour quelqu'un aussi qui, finalement, comme moi, tu sais, j'ai un côté, justement, chose que j'avais bien de la misère, justement, puis tu sais, qui m'a nourri, justement, dans ces aventures-là de bâtir des systèmes, c'est qu'il y a quelque chose de très créatif là-dedans. C'est artistique. D'artistique. Puis, je me suis rendu compte avec le temps que sous les dehors, tu sais, c'est que souvent, on met ces deux choses-là en opposition alors qu'ils ne devraient pas l'être. Pas du tout. Tu sais, puis je dis ces deux choses-là, évidemment, en faisant référence à, tu sais, d'une part, tout ce qui est mathématiques, tu sais, physique, statistique, tu sais, des choses qui sont perçues comme étant des sciences dures. Puis d'un autre côté, un monde qui est beaucoup plus dans l'émotion, dans l'art, etc. La créativité, dans l'expression. La créativité, mais tu sais, puis je pense que ça reste vrai que les personnes qui ont réellement les deux sont pas si fréquentes, là. C'est quand même, je pense que c'est un profil cognitif qui est pas si commun, mais je suis vraiment à l'intersection des deux. Puis c'est quelque chose que j'ai reconnu de moi, finalement, puis que je me restais dans une job qui me permettait pas d'être créatif. Puis tout ce qui est justement design logiciel, architecture logicielle, c'est dans cet espace-là. C'est vraiment dans cet espace-là. Je suis 100% d'accord. Là. Tu peux avoir arrivé plusieurs façons à différentes solutions. Il y a quelque chose de créatif, d'aller, OK, mais comment on va résoudre ce petit problème-là pour aller ça, puis que ça se fasse pour que ça ait le moins d'impact possible sur le reste de notre architecture. C'est technique en même temps, oui, mais il y a quelque chose de vraiment, je sais pas, quelque chose d'artistique que je vois là-dedans. Je dirais c'est un peu comme c'est un peu comme un bon jeu de société, dans le sens où tu es invité à être créatif, puis à faire quelque chose, mais dans un cadre de règles. Dans un contexte où t'as des restrictions, t'as des choses à respecter du point de vue technique, mais d'une certaine façon, ça stimule ta créativité puis le souci de trouver la bonne solution, tu sais. Plutôt qu'avoir un canevas qui est vide, tu sais, puis que dans le fond, on dit juste, fais absolument ce que tu veux. T'es obligé d'apprendre, de plier à certaines règles, mais tu sais, les restrictions stimulent la créativité, dans le fond. Puis quand t'arrives dans cette zone-là, où t'as les compétences techniques, mais que tu as une invitation aussi à trouver la solution la plus adaptée, puis à bâtir quelque chose, c'est là, de mon point de vue, tu es dans quelque chose de trippant, là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je voyais pas où tu t'en allais avec l'exemple de jeu de société, mais j'aime ça quand même de dire, finalement, t'as un petit sandbox devant toi avec des règles, puis là, tu travailles dans cette boîte-là. C'est ça. Ce qui est un peu aussi que j'ai beaucoup, moi, personnellement, aimé l'expérience de la maîtrise, que tu es un petit peu plus laissé à toi-même dans tes explorations puis dans tes apprentissages. Ça peut être insécurisant à certains moments, mais tu t'apprends vraiment à développer puis à dire, OK, je vais faut que je sorte quelque chose. Là, genre, faut que je sorte le meilleur de moi à travers ça. Mais c'est quand même... Des fois, c'est stressant, mettons. Là. T'as-tu trouvé ça difficile, là, mettons, la maîtrise professionnelle, de passer au switch? Niveau technique? Je dirais je pense que j'étais prêt, justement à cause que là, j'avais fait à ce moment-là, j'avais fait beaucoup de cours en info. Puis, tu sais, pour la maîtrise professionnelle, justement, ils demandaient quand même d'avoir fait les minimum, c'était 6 ou 7 cours gradués. Fait que quand je suis arrivé, dans mon cas, c'était chez Coveo. Quand je suis arrivé chez Coveo, j'avais quand même, je dirais, je les avais pas encore appliqués, mais les notions étaient quand même relativement claires dans ma tête. Tu sais, on m'avait dit que j'avais un projet de NLP. Tu savais qu'est-ce que ça voulait dire NLP, puis on s'en allait où, là, ça, exact. Tu sais, je savais c'était quoi un bigramme, je savais c'était quoi des plongements de mots, tu sais, j'avais une idée, tu sais, je savais c'est quoi une approche bag of words, tu sais, je parlais quand même superficiellement, je parlais au moins le langage du domaine. Puis rendu là, justement, j'avais quand même une confiance à être capable d'implémenter ce que je lisais après ça en faisant ma recherche. Par justement le biais de dire, regarde, je n'ai fait en masse du C++, du Python. Si besoin est, même, je suis même capable d'aller optimiser mon code en descendant dans la couche en dessous. Bon. Tu es capable d'avoir toutes les conditions techniques. J'avais quand même une certaine confiance intrinsèque là, de dire, je peux arriver à mes fins.
Puis après ça, c'était d'approfondir le sujet en NLP. Je trouve que, c'est ça, comme je connaissais superficiellement le domaine. Ce qui est normal, là, tu sais. Normal. Je dirais... Un cours, l'objectif, c'est pas de sortir toi un expert. Là. C'est impossible en 15 semaines. Là. Puis, je dirais honnêtement, je suis très satisfait de la maîtrise dans le sens où, tu vois, j'ai réussi à me rendre à l'état de l'art, puis dans le fond, de faire une implémentation de l'état de l'art. Tu sais, fait que j'ai pas poussé le domaine plus loin, mais je pense pas que c'est le but d'une maîtrise non plus. Ouais. Mais je suis arrivé sur le bord. OK. Tu sais, je me dis à un moment donné, c'est ça, j'ai fini le projet en faisant du fine-tuning, tu sais, avec un modèle de BERT que j'ai ajusté moi-même. Ce qui est vraiment excellent. Tu sais, je dirais, puis c'est vraiment pas une question de... C'est vraiment pas une question comme de s'en vanter ou quoi que ce soit. C'est juste de dire, dans le contexte de la maîtrise, j'ai remonté le filon jusqu'à ce qui se fait de trippant là, récemment. Puis ça, en soi, c'était comme ça la petite victoire. On peut dire, là, à partir de maintenant, je peux considérer que à l'automne 2019, je suis à jour. Tu vas-tu continuer à faire du NLP ou tu veux... Écoute, probablement. Là, ça va dépendre justement de comment ça va vos nouvelles jobs à partir de janvier. Parce que c'est ça, je ne vais pas au doctorat. Je ressens l'appel de l'industrie. Money! Mine de rien, ça fait une différence. Le petit sac d'argent. Exact. Mais c'est correct, on n'a pas tout le profil pour faire un doctorat. Non, c'est ça. Puis je dirais justement, en fait, j'avais le bon profil pour faire une maîtrise professionnelle aussi. Tu sais, ça m'a donné une place où aller, tu sais, la semaine, là, tu sais, dans un milieu de travail. Ça m'a fait beaucoup de bien d'être dans un milieu, dans le fond, où tout le monde est au travail, puis c'est une invitation à faire la même chose, puis j'ai pas été dissipé, là, ça a été du temps productif, là. Tu vois, je regarde ça aujourd'hui, puis je sais que j'aurais en fait, là, je suis convaincu que j'aurais de la misère. Si tu me dis ça au doc, avec un directeur qui est pas trop pressé, puis qui dit ça va arriver quand ça va arriver, là, ça arrivera peut-être pas. C'est ça, c'est un c'est beaucoup. T'as une grosse boîte. Le doc, c'est un plus gros sandbox. Puis, vas-y, là, il est vraiment là pour te coacher à travers ça, mais c'est ça, là, tu sais. Quand on en parle, tu te tiens beaucoup finalement avec l'équipe avec qui on est, là, tu sais, au Graal. Puis, nous autres, c'est tout. Il n'y a rien qui m'oblige de rentrer à 9h, là, tu sais. Il n'y a absolument rien, à part juste moi qui est déçu de moi-même, tu sais. Fait que c'est beaucoup de la culpabilisation, là, quand même, là, un peu. Puis ça, c'est pas sain à long terme, tu sais. Puis c'est vraiment le genre de choses que je voulais éviter. Ouais, c'est ça. Faut t'apprendre vraiment avoir un pattern plus sain que ça. Que... Non, je le fais pas. Genre, c'est correct, j'ai le droit de pas rentrer aujourd'hui. Tu sais. Ouais. Puis je dirais, t'as tout à fait le droit de pas rentrer aujourd'hui, puis il faut pas que tu le culpabilises parce que c'est une boucle de renforcement négatif. C'est ça, là. Fait que tu veux pas embarquer sur cette même pas de ta journée, finalement. Non, exactement, parce que tu fais juste vivre ta culpabilité. Ça sert à rien, puis tu te réveilles le lendemain matin, puis la vie a continué, puis dans le fond... Tu t'es fait mal pour rien. Exactement. C'est exactement ça que je voulais éviter. Je disais justement que j'ai une période avec un peu plus de difficultés. Là, je peux embarquer sur des treadmills plus négatifs. Là, puis c'est ça. C'est loin de moi, ce genre. Il faut que je garde ça loin de moi. C'est ça. À un moment donné, c'est correct. Il faut juste se connaître dans ce genre de pattern-là. Ouais. Là. Mais c'est officiel, c'est pas fait pour tout le monde. Parce que c'est même... faut que tu apprennes à travailler avec toi-même beaucoup. Puis tu sais, moi personnellement, qu'est-ce qui me tient beaucoup, c'est vraiment l'équipe avec qui je travaille. Là. Ça fait vraiment une différence. Je ne pense pas que j'aurais gardé la motivation tout le temps si ça n'aurait pas été qu'on a vraiment une équipe forte avec qui je travaille beaucoup. Tu sais, on parle pas du même sujet, mais juste des gens quand même avec qui se rattacher, que genre ça donne le goût d'y aller, parce que des fois chez nous, l'appel de mon ordinateur pour gamer il est fort, tu sais. C'est ça. Puis après ça, je joue, mais tout le long, j'ai comme une légère culpabilité de qu'est-ce que je fais. T'as aucun plaisir, là. Tu te relèves de là après, puis t'as même pas profité. Comment je dirais, t'as même pas eu de fun vraiment, là. C'est ça. Mais tu sais, j'ai beaucoup moi personnellement, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'en fais beaucoup effectivement dans une semaine. J'ai le droit de dire une journée un mercredi, regarde, je travaille pas mercredi, mais j'ai travaillé samedi, genre c'est correct. J'ai vraiment travaillé là-dessus dans la dernière année, puis je me sens plus sain, mais ça a même, je sais pas si t'as vécu ça au bac finalement. Moi, ça a beaucoup commencé avec les examens professionnels, où est-ce que, tu sais,
finalement, pour ceux qui ne connaissent pas, en actuariat, tu as beaucoup d'examens à atteindre. Puis c'est souvent des examens que c'est beaucoup d'heures à mettre pour atteindre un objectif qui est un petit peu flou, à part une augmentation de salaire potentielle, là, tu sais. Puis qu'il y a des acquis à avoir là-dedans que t'es comme. Il y en a que je voyais pas toujours la pertinence des acquis. Est-ce que c'est juste parce que j'avais pas la big picture au long terme? Peut-être, je sais pas. Puis c'est juste que tu te vois tellement mettre du temps, puis que tu dis chaque minute que je mets pas, je peux couler mon examen à cause de ça. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement lourd puis difficile à vivre avec ça. Puis c'est que c'est en deçà de tout le reste, tu sais. La vie arrête pas, là. Exactement. Tu t'arrêtes pas pour étudier ces examens-là pendant un mois et demi, là. Non, c'est ça. Études en même temps, t'as d'autres examens, t'as d'autres choses, puis sinon t'es au travail, ce qui est encore pire, là. T'as des atteintes. C'est insupportable, là, en c'est fait, ça, là. tu sais, ta famille qui est comme... Tu sais, j'ai une enseignante, Isabelle, que tu as connue, là, entre autres, là. Ouais. Une enseignante qui m'avait parlé qu'elle... Elle avait un examen, mettons, il restait 2 semaines avant la fin de l'examen. Sa grand-mère est décédée, puis elle n'est pas allée à l'enterrement. C'est tough. C'est vraiment difficile. Puis elle dit, tu sais, je pense que c'est un bel exemple qu'elle nous a donné. C'est ça, les sacrifices des fois que ça l'implique. Puis sa famille, ça a été difficile pour elle comprendre, sa famille, ça. Mais tu sais, dans la vie, genre, on parle tout le temps du succès, puis c'est donc bien cool, ce gars-là. Mais tu sais, ça vient avec souvent un lot de sacrifices. Puis ça, c'en est un exemple concret de dire, ben il y a des fois, il va falloir tout ça. C'est un bon exemple, en fait, parce que... Tu payes une facture, ben elle a payé sa facture. Mais ça. Puis, tu sais, après ça, c'est juste, faut que tu rattrapes ça, genre, tu sais. Mais c'est pas genre chose que tu peux rattraper, ça. Ben, c'est un réel sacrifice, mais comme, t'essaies de rebalancer un moment donné dans ta vie en allant plus voir ta famille. Mais, tu sais, ça reste, t'as payé cette facture-là un jour, tu sais, tu fais juste payer des intérêts, puis t'essaies juste de diminuer le coût d'intérêt. Là, genre, tu sais, ça marche, là, tu sais, un peu, là. Si on peut faire une comparaison avec ça, là. Mais, on va pas trop voir des actions de même, puis tout le comparer à des dettes et des perpétuités, s'il vous plaît. mais moi je, tu sais, mettons, on peut pas aller à la formation. Moi, la formation m'a quand même amené, même si les concepts de probabilité, tu sais, m'a amené beaucoup de connaissances que je pense me contribuent beaucoup à ma vision que j'ai présentement en analytique, mettons, la façon que je fais. Ça reste de ML, c'est de la prédiction d'analytique, là. On tente de modéliser quelque chose, puis on tente de faire une prédiction. C'est juste que maintenant, tout est rendu quasiment une prédiction, là, tu sais. Tu veux prédire une discussion, tu veux prédire, tu sais, c'est quoi les prochains dires à choses à faire pour une discussion, finalement. Puis, cette vision-là, il manquait l'aspect informatique, ce que tu étais allé chercher, mettons. Puis, comment tu vois, mettons, la jonction des deux? C'est-tu si pertinent que ça, ou je suis seul à penser ça, mettons? Tu veux dire, juste être sûr dessus, t'as bien ta question. Puis l'informatique, genre, c'est un bon background qui sera allé chercher. Mettons, un étudiant qui part en actuariat, qu'est-ce qu'il devrait aller chercher de plus? Mais de toute façon, je pense que c'est inévitable pour un peu ce que je décrivais tout à l'heure, dans le sens que je pense que c'est insoutenable à terme que tout ça reste dans des fichiers Excel à 84 onglets, puis tu sais... Tout à fait d'accord. Je peux pas croire que la formation s'en va pas au moins vers... Puis, tu sais, je dirais ça change dans tous les cas, là. Tu sais, tu vois, moi, j'étais dans les années où R commençait à peine à être poussé. C'était vu un peu comme la genre de chose bizarre qu'il y a un prof à quelque part qui apparemment fait ça, mais... Vincent. Puis tu sais, on voyait ça presque un peu comme, voyons, il est tannant, lui, avec le seul qui demande des devoirs en R, puis on se creuse la tête un peu parce que... mais le marché est tout fait en Excel. Exactement, tu sais. Puis en plus, là, tu te tords le cerveau un peu parce que t'as jamais vraiment vu ce style de... T'as jamais vu, parce que bon, R est pas un langage fonctionnel, mais tu sais, t'as quand même un certain... Tu peux coder dans un style qui ressemble à du fonctionnel en R, là, tu sais, fait qu'ils nous ont encouragé à faire des M-apply, puis des S-apply, puis là, t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est un long paradigme. Déjà là, c'est un langage interprété, là, tu sais, genre, fait que déjà en partie, il y a bien des choses différentes comment tu utilises le langage. Mais mais là, c'est beaucoup plus présent, là, tu sais. C'est ça pour dire que moi, dans mes années, tout ça, ça a commencé à peine, puis là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... Je pense qu'il y a vraiment une transformation à l'interne où je peux pas croire que là, justement... En tout cas, je dirais, je pense que je trouverais ça un peu plate, mettons, pour les derniers à graduer dans une formation actuelle qui a à peine d'informatique, parce que le jour où ça switch, ceux qui sortent après vont avoir une toute autre façon de penser à régler des problèmes, là, tu sais. C'est ça. Quand le réflexe, c'est d'ouvrir RStudio versus Excel... Il y a quand même un monde de différence. Là. Ouais, mais tu sais, dans l'approche en tant que telle, pour résoudre ton problème aussi, là, puis, ce qui permet d'emmener le genre de problème, de solution d'idées, c'est versionnable aussi, là, déjà en partant. Puis il y a une distance entre ton chiffrier puis ton code, ce qui finalement est toujours grabé ensemble. Je sais aussi, il y a une distance entre tes données puis ton code. Aussi. Oui. Excel, c'est ça qui est pourri aussi. Là. Tes données sont souvent très collées sur ton code. Ils sont très dépendantes.
On a beaucoup d'éloges pour Excel aujourd'hui, je pense. Ah oui, vraiment. Hein? Comme on peut voir, on aime beaucoup exactement. Si tu as 2 colonnes de données puis tu peux faire un graphique en lequel c'est un bouton, c'est parfait. Puis tu sais, encore là, je peux dire R, c'est 2 lignes de code. Tu sais, en tout cas. Tout est défendable. Tu sais, puis c'est aussi, je pense, juste d'ouvrir un monde d'opportunités. Ouais. De dire, il y a d'autres façons de faire les choses. Ouais. Puis je pense que c'est correct de challenger des fois des façons de faire. Parce que c'est toujours pertinent. Peut-être pas tout le temps. Des fois, tu vas utiliser la question, t'es comme, ben finalement, peut-être que c'était correct l'approche qu'on avait. Tu sais. On peut se tromper, puis c'est correct ça. Ouais. Mais. En fait, ça, je dirais, c'est une bonne leçon de l'actuariat OML. Et je dirais, plus généralement, du monde des statistiques, tu sais, qui baignent dans des solutions paramétriques depuis très longtemps déjà. Puis qui ont vraiment, je dirais, acquis les vertus de commencer par un modèle simple, puis de complexifier graduellement. Ouais, et non commencer par faire un bird, tu sais, genre, mettons, commence par dire, fais-toi une baseline, puis gradue tranquillement vers quelque chose de plus cool. Exactement. Tu sais, c'est bien dit. Ouais, c'est très bien dit, hein. Mais, non, mais je suis tout à fait d'accord, là, tu sais, mettons, moi, mon projet, c'est la première chose que j'ai faite, je compare des strings ensemble, je veux dire, je compare des caractères, tu sais, genre du texte ensemble. String to string, c'est mon baseline. Genre, lettre par lettre, c'est quoi qui se passe entre les deux. OK, ça donne mon baseline. Crime, le baseline est à 40%, OK. Fait que c'est ça qu'il faut battre. Puis pas juste ça aussi, c'est qu'avoir un baseline simple, c'est que ça te donne ça te donne vraiment une meilleure idée des gains. Tu sais, si tu as fait en vase clos un réseau bien compliqué, puis que tu dis, ah super, je suis rendu à 78% d'accuracy, mais tu sais, puis peut-être que t'avais 80 avec quelque chose de plus simple, tu sais. Puis je dirais, peut-être t'avais justement, même en étant moins bon, peut-être t'avais 60 avec quelque chose de plus simple. Mais c'est intéressant en soi de savoir ça. Ouais. Puis, des fois, se ramener juste aux affaires de base. Tu sais, le ML que j'ai utilisé pour ça, là, c'est faire un arbre de classification. Puis pour vrai, genre, mettons, le meilleur, c'est une droite de régression à 97% de précision. T'es comme, genre, ça fait c'est la job. Ça, je fais un arbre de décision. Puis là, ce qui est fun, c'est super interprétable parce que t'as des critères directement analysés. Je donne ça. Même des pretty print. Tout, c'est déjà fait en Python. Je me suis pas concentré. J'ai fait how to print the tree. Là, j'ai fait, hey, un beau code. J'ai pogné ça. J'ai mis ça là-dedans. C'était réglé. Exactement. Puis, tu sais, je tombe à 96, mais c'est sûr qu'on va regarder ça. Là, puis après ça, c'est comme, je vais essayer un perceptron, je vais essayer des affaires un petit peu plus funky. Ça va pas ça. Puis le pourcentage est similaire, mais j'ai une intervallité qui est vraiment géniale. Tu sais, à un moment donné, il faut toujours faire des choix structurels dans quel sens tu vas aller. C'est quelle métrique tu évalues. OK, meilleure précision, mais j'ai un meilleur recall. C'est quoi est-ce qu'on veut manquer moins de shots ou on veut toujours avoir la bonne décision? Fait que tout cet ensemble-là, je pense, il faut définir au début, puis ta baseline te permet souvent d'établir ça au départ. C'est quoi que tu veux évaluer, puis c'est quoi que tu dois battre. Mais c'est tout le temps plus sexy d'aller vers les affaires plus funky. Ben oui. C'est pour ça aussi que, tu sais, tantôt, c'est ça, je faisais un petit name dropping là, de Bert, tu sais. Mais je dirais, dans le genre de problème que j'avais, justement, c'est que c'était. J'aurais été fou de passer à côté puis de pas l'essayer, là. Ouais. Mais je suis tout à fait d'accord que c'est ça. Mais t'as pas commencé par ça, t'as commencé par d'autres choses avant. Exact. Puis tu t'es rendu vers ça pour montrer que ça valait la peine d'aller chercher ce modèle-là pré-entraîné, tu sais. Exact. Puis en fait, de le fine-tuner, là, tu le fine-tuner, puis... Bon, on pourrait avoir une petite discussion de NLP aussi, là. À fond, on peut en parler de NLP, on est 2 experts, là. mais justement, tu sais... toi qui suis, mettons, l'état de l'art, finalement, l'objectif, c'est plus d'appliquer l'état de l'art que de développer de nouveau état de l'art avec comme c'est ça, exact. Ton objectif, c'est pas d'arriver de faire le prochain BERT, tu sais. Tandis que notre rôle en tant que chercheur, c'est souvent plus essayer de trouver ce prochain BERT-là. Puis de plus en plus, tu sais, finalement, avec les modèles préentraînés comme GPT, BERT, c'est beaucoup de l'hyperparamétrisation extrême, là. Tu sais, genre, on trouve des nouveaux paramètres. Est-ce que tu penses que c'est soutenable pour, genre, le genre de tâche que tu devrais faire, tu sais, d'arriver juste de dire, hey, voici un nouveau modèle avec 10 millions de plus de paramètres ou 1 milliard de plus? C'est quelque chose qui est si intéressant, tu penses, pour tes projets? La réponse est non, OK? Mais je dirais aussi, c'est que à un moment donné, c'est ça, c'est purement une question de temps, de puissance de calcul. T'sais. Même avec une carte graphique pas trop pire, là, fine-tuner BERT, là, c'est quand même... Ça prend du temps quand même. Ça prend un certain temps. T'as une douzaine de couches avec attention, puis il y en a du paramètre là-dedans. Là. Puis si ton infra est pas bonne, tu peux te casser la tête longtemps à essayer de trouver comment tu pourrais réussir à... Peut-être pas tant tout un gros gain. Ouais, exact. Fait que je dirais, c'est pour ça que, surtout justement d'un point de vue d'application,
le fine-tuning, de mon point de vue, c'est l'avenir. Là. Tu peux rien entraîner from scratch, ça c'est clair. Là, je pense que c'est 64, non plus que ça. C'est des TPU en plus. Je pense non, que 64, c'est ridicule. C'est genre 150 000 juste d'entraînement. Ouais. D'un coup, tu sais c'est quoi le meilleur setting à avoir. Il y a un bon paper aussi que j'ai vu passer des coûts environnementaux de faire ça. Ouais. Puis c'est lourd, là. On est distant de ça, là, parce que tu roules ça dans Azure, tu roules ça dans AWS, puis tu t'as pas trop conscience, là. Tu vois ta petite barre avec les époques, puis tout ça, puis regarde, c'est très abstrait. Mais pendant ce temps-là, exactement, puis qui brûle longtemps. Fou, là. En tout cas, personnellement, moi, j'étais un peu comme en bas de ma chaise en termes de l'impact que ça peut avoir, là. Ouais. Tu sais, tu regardes ça, puis ne serait-ce que par préoccupation environnementale, tu veux pas avoir des modèles horriblement complexes qui roulent pendant des semaines from scratch. Pour toutes les langues, surtout, là, tu sais. En plus. C'est un peu... Nicolas Garneau travaille beaucoup justement là-dessus. Il dit, tu sais, on peut utiliser GPT-2, le leverager pour faire la conversion vers d'autres langues, tu sais, finalement, qui est d'apprendre une matrice de conversion de l'espace vers un autre espace. Ouais. Parce qu'on ne pourra pas faire un GPT-2 comme... Tu sais, ils ont fait un camembert qui est finalement un GPT-2, genre, en français. Mais c'est vraiment pertinent ou on peut juste comme... voir, c'est certainement pas impertinent, là. Non, c'est ça. Oui, mais plus au niveau, effectivement, je vais poser, c'est pertinent, mais est-ce que c'est vraiment l'approche qui est sustainable à long terme? Ouais. Je dirais, c'est sûr que, c'est sûr, regarde un truc comme le fameux camembert, là, le modèle Bird en français, tu sais, que quelqu'un le fasse une fois pour le français, évidemment que c'est correct. Là. Mais de le faire tout le monde. Mais de le faire, c'est ça. L'hindi, après ça l'espagnol. À un moment donné, il y a 190 langues, ça commence à être un coût écologique fort. Pour, on pourrait peut-être juste trouver des petites choses juste pour passer d'un autre à l'autre puis accepter une petite perte de précision. Là, ce qui est finalement du cross-lingual embedding, là, de dire t'apprends une matrice W qui te permet de passer d'un espace vers l'autre. Là. Ouais. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ça reste une approche intéressante. Ouais, tout à fait. Je dirais je pense que c'est ça que ça peut bien marcher justement dans une langue anglais-français parce que la structure est quand même similaire. Là, exact. La notion de ce qu'est un mot et tout le reste. Je comprends que dans Bird, par contre, la notion de ce qu'est un mot est un peu moins importante. Ouais, la sémantique est juste pas là pendant tout non plus. Fait que c'est comme autre chose. Là. Mais ouais, il y a définitivement, en tout cas, pour ce qui est justement du projet Nicolas Garneau, il y a de quoi d'intéressant là-dedans. De voir là, c'est ça, là. On peut imaginer évidemment que la performance va peut-être être un peu amoindrie, mais de mon point de vue, c'est très fort possible qu'elle soit que très peu. Ouais, c'est ça. Puis, à un moment donné, c'est juste quel pourcentage qu'on accepte de perdre finalement. C'est ça. Exact. Puis c'est surtout, mettons, il y a français-anglais, effectivement, c'est facile parce qu'on a beaucoup de corpus, mais t'as des langues, il n'y a pas tant de corpus sur Internet. Fait que là, ça peut venir pertinent d'aller chercher pour un corpus qui est vraiment plus petit. Ou, j'avais travaillé un peu finalement sur un reproduction d'un article là aussi. Là, puis c'était, mettons, des langues vraiment obscures, là, il y a comme 50 000 personnes qui parlent ça dans le monde. Mais il n'y a rien sur Internet, il n'y a pas de corpus. C'est ça, mais tu sais. Est-ce que c'est même une langue écrite? Genre, quasiment ça. Puis finalement, les autres faisaient de l'alignement de vecteurs. Là, en tout cas, c'est une approche très matricielle. Puis il arrivait quand même à avoir des bonnes performances, quand même, sur quelque chose que t'es comme. On part de l'anglais vers une langue qui est pas du tout la même structure. Puis c'était quand même relativement pertinent. Là, bon, c'était pas du 100%, on parlait il me semble que c'était dans le 50%. Mettons qu'il était capable de bien faire sa job. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui peut s'en aller vers là. Mais les NLP, les concerns, je pense que comme à plus petite échelle, c'est moins les Facebook, Google qui sont des énormes gros joueurs qui débloquent du cash dans l'NLP, ça n'a pas de sens. Mais qui ont les données, c'est surtout ça. C'est sûr qu'à moyenne échelle, je pense pas que c'est réalisable de faire de ce genre de projet d'envergure-là pour une entreprise qui c'est pas son créneau. Là, ouais. Ou qui a pas non, certainement pas un entreprise, c'est pas son créneau, mais je dirais quand même je dirais du point de vue applicatif, il y a des choses quand même intéressantes à faire dans le sens que, une fois que, je dirais même avec des modèles, même si tu peux prendre un modèle pour entraîner, out of the box, puis, au moins avoir peu importe quel genre de structure de données que tu as, de rajouter un champ de vecteurs, là, d'avoir un embedding de peu importe quoi que tu regardes, puis que, je dirais surtout justement dans un monde de... Tu sais, c'est que ça te permet d'enrichir t'enrichis un peu la nature de tes données, là, tu sais, en rajoutant des embeddings. Après ça, tu peux te faire t'amuser avec des distances cosinus, puis avoir du soft matching, là, peu importe... Pour ça, je reste comme un peu général, parce que tu as un peu n'importe quelle application, presque, là, tu sais. L'embedding a révolutionné quand même beaucoup l'approche du texte, je pense. Ouais, c'est ça. C'est un gros move, là.
sais, moi, la façon que je le vois, c'est que d'une certaine façon, tu as l'empreinte telle que écrite et interprétable par l'humain qui est le texte. Puis ton embedding, ben, c'est une empreinte qui est interprétable par l'ordi. Fait que tu sais, c'est un peu by our powers combined. Tu sais, t'arrives à quelque chose d'intéressant qui est pas complexe à implémenter vraiment, là. C'est assez... Tu regardes l'approche, c'est brillant. C'est une bonne façon, tu sais. Qui est finalement de dire, ben, c'est quoi le contexte que j'ai ce mot-là? J'ai des bonnes chances, et voici comment on interprète ce mot-là, nous, en tant qu'humains, là, tu sais. Fait on y va, let's go avec ça. Non, définitivement. Mais, tu sais, c'est tout le temps, comme on a dit au début, c'est souvent bien de se rattacher tout le temps aux affaires de base, tu sais. Des ngrammes, ça fonctionne encore des fois très bien pour ça, ou réutiliser la théorie, là, finalement. Puis, pour conclure, parce qu'on a déjà fait un petit tour de l'heure, là. Ça passe vite, là. Ça va très vite. Ça va excessivement vite. J'avais dit que je reviendrais sur le placement, mais... Ben, vas-y. On a encore du temps pour faire le placement, puis on finira avec ma dernière petite question. Ouais, non, parce que c'est genre... Ton expérience on passe du coq à l'âne un peu, là. C'est correct, c'est bon. Mais parce que tu vois, justement, pour faire un peu le pont, ceci dit, tu sais, justement, il y a des applications, évidemment, de machine learning... En placement. Tout ce qui est le monde des quants, puis le bon, etc. Il y a tout un univers là, qui change vite, d'ailleurs, aussi, je crois. Là, il y a beaucoup de capital à aller chercher, entre autres. Oui, tout à fait. Sauf que, tu sais, contrairement à des applications, justement, qui ne sont... Je vais appeler ça des applications normales. Tu sais, le monde du placement est quand même un peu particulier, dans le sens où, tu sais, le placement, ultimement, c'est une course à l'armement. T'es toujours en train de trader avec quelqu'un. C'est comme jouer au tennis, tu sais pas nécessairement c'est qui est de l'autre côté, mais il y a quelqu'un de l'autre côté. Il y a toujours un gagnant et un perdant. C'est ça, là. Il y a un buyer, il y a un seller, il y a toujours quelqu'un de l'autre bord dans la transaction. Fait que tu sais, c'est un arms race, c'est une course à l'armement dans la mesure où c'est qui a la meilleure information, c'est qui a l'information la plus à jour, c'est qui a... Tu sais, il y a toute cette course-là, justement, à prendre des décisions en fonction d'indicateurs, etc. Qui est la similitude d'informations beaucoup, là, mettons. Là. Puis, évidemment, dans un monde, je dirais, où de plus en plus, de toute façon, ces choses-là se font algorithmiquement et tout le reste. Tu sais, je vais être franc, Monsieur Roger Bontemps, dans son bureau à Québec, qui dit qu'il fait du placement, parce que le lundi matin, il ouvre Bloomberg, puis il va voir un peu les nouvelles, puis il regarde comment les stocks vont, puis qu'il regarde une coupe de ratios. Il n'y a rien à faire avec ça. Tu sais, il n'y a vraiment rien à faire avec ça. Puis si après ça, il se servir de bord, puis qu'il dit « Hey, c'est super, écoute, j'ai spoté 10 titres croissance écœurants. Le gars, ils ont 8 statistiques tellement belles et tout ça. » Tu sais, c'est niaiseux, là. Tu sais, le marché est... Il y a toujours un peu le débat de dire est-ce que le marché est efficient ou il l'est pas. Mais c'est une espèce de question noir-blanc qui a aucun sens parce que la réponse évidemment est au milieu. Mais moi, ma réponse à ça, c'est que le marché est toujours de plus en plus efficient. Puis que si aujourd'hui, tu t'en tiens à avoir une analyse relativement superficielle, t'as rien là. Ouais, t'as aucune substance là. T'as strictement rien. On se rappelle que il y a 10 ans maintenant, même 10-12 ans, il y avait du monde qui mettait de la fibre optique d'est en ouest aux États-Unis pour être capable de faire du trading algorithmique plus rapide de quelques millisecondes. L'information, le trading sur l'information publique qui est interprétable directement comme un price to earnings ratio ou whatever, il n'y a rien à faire avec ça. C'est évidemment, tu peux être chanceux, tu peux être malchanceux. C'est souvent un bet, là, quasiment plus qu'autre chose. C'est un bet, puis c'est un bet qui est naïf. Puis après ça, comme je dis, sur ton de bord, puis après ça, dire que tu vas manager l'argent de quelqu'un en regardant ces genres d'affaires-là, c'est ridicule. C'était peut-être, comme je dis, c'est une course à l'armement. Fait que, si tu avais cette approche-là en 1980, ouais, je pense que possiblement tu pouvais trouver des opportunités. C'est pertinent avec les moyens de l'époque. Là, parce que le marché était moins efficient. Exactement, c'est ça. Mais toute cette progression-là, à un moment donné, aujourd'hui, fait en sorte que si t'es pas chez des très gros joueurs, qui ont énormément de moyens, qui ont énormément de ressources, puis je dirais aussi, dans certains cas, des gros joueurs qui trichent carrément. Là, on s'entend qu'il y a bien des hedge funds qui, en fait, c'est des fronts pour faire du trading sur l'information privilégiée, puis que c'est sûr qu'ils font bien parce qu'ils jouent pas vraiment avec les règles. Mec, si t'es pas dans cet univers-là, sérieux, achète un fonds indiciel, puis oublie tout le reste. Là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de gain à faire. Là. Non, parce que j'avais vu une étude justement qui disait
quelqu'un qui avait juste suivi le S&P 500 depuis 10 ans avait un meilleur rendement que de beaucoup d'autres. Mettons qu'il avait comparé par rapport à d'autres personnes qui avaient des rendements. Tu sais, c'était, mettons, j'ai un échantillon de 1000 personnes, voici le rendement qu'ils ont eu moyen. Il compare par rapport à quelqu'un qui aurait juste suivi le S&P 500. Le S&P 500 était plus gagnant. Parce qu'il y a juste par l'essor, justement, du titre à partir de là. C'est pour ça que maintenant, les FNB sont très populaires. Puis là, il y en a même qui parlent que la prochaine crise financière va être basée à cause de ça. Ils n'ont pas beaucoup d'opérations. Fait que, tu sais, pour vrai, moi, c'est ça, je dirais, à moins que quelqu'un soit dans une boîte, là, justement, qui a accès à l'information privilégiée ou qui est vraiment à la fine pointe, tu sais, t'as pas vraiment, tu sais, t'as pas de valeur ajoutée, là. Tu sais, tu vas chercher. Puis, je dirais, justement, pour ceux qui seraient curieux, moi, justement, une des choses qui avait été parce que ça avait été quand même un deal breaker pour moi, dans le sens que, tu sais, en assurance, évidemment, j'avais une conviction que ce que je faisais était tout à fait valable. Les gens ont besoin d'être assurés. Puis si tu fais un bon travail, puis que tu analyses correctement leurs besoins, puis que tu distribues le bon produit, puis que tu gères bien, c'est réellement un service rendu. Mais tu sais, pour tout ce qui était du placement, j'avais de la misère à trouver évidemment la motivation à m'asseoir et à dire bon, ben parfait, je vais faire une revue des stocks. Parce que je savais que c'était un exercice purement futile. Puis le clou dans le cercueil pour moi, puis ça que les gens seraient peut-être intéressés, c'est un rapport qui est publié, je crois que c'est 2 fois par année, qui s'appelle le SPIVA, S-P-I-V-A, qui étudie la performance des fonds mutuels. Okay. Et peut-être de certains fonds distincts, mais c'est plus du côté fonds mutuels. Puis, qui est un gestionnaire de fonds habituellement pour ça. Ouais, ben oui, tout à fait. C'est ça, okay. C'est là-dessus qu'on s'en va de taper dessus. Ouais. Puis à quel point, justement, tu sais, dans le fond, ça donne rien. Ça donne un petit peu quelque chose, mais dès que tu rajoutes un modèle de survie, ok, les petits actuaires qui peut-être qui écoutent vont très bien savoir c'est quoi un modèle de survie, ça tient plus. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui arrive? Ben, les boîtes de fonds mutuels, ils ouvrent plein de fonds à chaque année. C'est toi qui m'avais parlé de ça. Puis quand il y en a un qui fait pas bien, ben, il le ferme. Il fait pas bien. Fait que ceux qui restent après 10 ans, c'est lesquels? C'est ceux qui ont eu les 4-5 premières bonnes années. Mais tout ça, c'est sur de la chance. Fait que tu fais juste ajuster un modèle de survie là-dessus, puis il n'y a aucun gain. Aucun gain réel par rapport. Il n'y a rien par rapport à. T'es zéro par rapport à justement juste avoir suivi le marché. Puis t'es en bas de zéro parce que tu payes un frais pour ça. C'est ça, à cause de l'expertise, ouais. Ah, c'est ça, je me rappelle, c'est ça qui m'avait parlé de ça. Ouais. C'est ça que je me le rappelle. Ouais. C'est officiel, là. Ouais. Je pense que c'est vraiment pertinent. Là. Il y a quelque chose d'intéressant à sortir de ça, là, finalement, de voir c'est quoi le plus-value d'avoir ce genre de service-là. Parce que finalement, c'est une forme de sous-traitance, parce que tout le monde pourrait le faire chez soi, c'est juste des fois, tu n'as peut-être pas les compétences, les connaissances. Puis si cette sous-traitance-là, finalement, ne te permet pas d'acquérir un gain réel, ben. Tu sais, c'est que je dirais, c'est que c'est pas une industrie qui. Tu sais, c'est tout à fait correct à un moment donné, justement, que les gens sont incertains, ils ne savent pas comment s'y prendre. Que tu payes quelqu'un pour un service de consultation de cette nature-là, c'est tout à fait correct. C'est pas que ces gens-là ne devraient pas être payés. C'est très pertinent. C'est juste que c'est un peu comme le marché de l'immobilier où, tu sais, que dans le fond, les revenus soient en fonction du prix de la maison. Ça fait pas vraiment de sens. Ça fait pas vraiment de sens. Puis je dirais, en placement, ben, c'est comme encore pire parce que, tu sais, ça fait en sorte que, de toute façon, il y a personne qui gagne vraiment. À faire affaire avec toi pour ce qui est justement du placement lui-même. Le monde du bat pour avoir les plus gros portefeuilles, etc., pour augmenter les revenus, mais tu sais, ce qu'ils font comme travail ne change pas, et pas mieux, et pas. Ça devient juste une espèce de course marketing à dire qui a le plus gros pot, mais tu sais, pour augmenter le plus ses revenus, mais c'est tout, c'est une game marketing, c'est une game de vente. Encore une fois, d'une certaine façon, c'est pas mauvais, un bon vendeur qui fasse un plus gros revenu make sense, mais tu sais, c'est pas. C'est qu'ultimement, ceux qui ont le gros pot, c'est des bons vendeurs, c'est pas des bons gestionnaires. Ah, c'est ça, des bons gestionnaires de fonds sont peut-être pas là, c'est ça, ouais. Mais c'est un univers quand même particulier, là. Le monde de la finance, je dis, pas bons gestionnaires. Je veux pas exagérer non plus, c'est pas je veux pas dire qu'ils sont pas bons, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'en termes de. Tu sais, leur sélection de titres sera pas intrinsèquement meilleure. C'est ça que je veux dire. Avec la part des méthodes, ouais. On est une gaz zéro de board qu'on parler, mettons, là. Ouais, mais tu sais, c'est un milieu quand même particulier aussi, là, tu sais. Je suis plus chiqué que j'avais. Tu fais quand même de l'argent avec l'argent des autres. Il y a toujours des trucs un peu dans ce genre qui est finalement du quatrième. C'est quoi? C'est quatrième secteur d'activité, il me semble qu'ils appellent ça. Là, genre qui est au service financier. Il y a quelque chose de particulier avec ça. Là. Puis, tu sais, mettons, pour les gens qui ont suivi la crise financière de 2008, moi, je trouve ça quand même aberrant qu'il n'y ait pas des gens qui sont pas allés en prison pour ça. Puis, tu sais, je pense que c'est une culture qui est très présente dans peut-être pas dans l'ensemble. Peut-être moins ici, peut-être moins fort. Je veux pas non plus insulter des gens avec ça, mais
il y a une culture qui est quelque part mondialement, qui représente une certaine vision par rapport à la finance. Puis 2008, je ne comprends pas que des gens qui n'ont pas été en prison pour qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont volé des gens. C'est juste qu'ils l'ont fait avec une cravate, puis qu'il y avait bien du cash, puis on réussi à se protéger. Fait que ça, pour moi, c'est la plus grosse iniquité qu'on a vécue dans 15 dernières années. Mettons, ok, non, c'est pas vrai, des gens qui sont morts aussi dans d'autres choses, mais c'est une grosse iniquité, mettons, qui s'est passée dans les 15 dernières années. Une vraie injustice. Totalement, ouais. Puis qu'il y a des gens. Il y a un seul pays qui a poursuivi ses banquiers, c'est l'Islande. Ils ont fait faillite en plus, puis c'est un des pays qui s'est mieux ressorti après la crise financière, d'ailleurs. Mais là, c'est parce qu'il y a un gros boom aussi de voyageurs, parce que pendant l'année, ça coûtait des peanuts à aller là. Fait que tout le monde est allé, là. Fait qu'ils ont d'autres genres de problèmes, mais ils ont mis leur banquier en prison, ce qui est quand même quelque chose. Ils ont dit non, ce que tu as fait, c'est pas sans impunité. Là, finalement, là. Mais on pourra en parler longtemps de 2008, je pense. Un excellent film que j'ai écouté moi sur ça, là, c'est The Big Short. Oui, tout à fait, je l'ai vu aussi. C'est vraiment un bon film. Si moi, normalement, tu connais un peu les concepts finalement économiques rattachés à ça, puis financiers. Même quelqu'un qui se connaît pas tant que ça. Il les explique bien. C'est quand même, ça va vite quand il explique, là, mais c'est ça. Moi, je l'ai écouté 2 fois. Puis la première fois, je connaissais les mathématiques financières, ces termes-là qu'ils utilisaient. Puis la deuxième fois que j'ai écouté, j'ai encore plus de connaissances sur ça. Puis il y a beaucoup de subtilités que je suis allé rechercher. Ok, c'est ça qu'il voulait dire là. C'est ça quand ils construisent finalement. Là, ils font une bonne vulgarisation, mais tu peux apprécier encore plus, je pense, en connaissant un petit peu plus d'affaires, puis en t'intéressant au sujet. Puis c'est un excellent film que je recommande d'écouter si ça vous intéresse, 2008. Oui, plus un. Plus un, ouais. Puis pour ma dernière question, en fait, 2 petites dernières questions. Y a-t-il une autre chose que tu n'as pas discuté, parlé? Un message le passé? Remercier tes parents? Ah oui, ben ça oui, tout à fait. oui. Laissez profiter de cette tribune. Exact. Ouais, non, je dirais un message à passer, parce que là, si on recule juste un petit peu sur ce qu'on a discuté, là, je dirais, on a peut-être bâché un peu de domaine, là. Ouais. Un peu de monde, là. Évidemment, mon opinion est la mienne, mais je dirais, quelqu'un qui serait en actuariat en ce moment, certainement, quand même, prendre un intérêt un petit peu plus pour l'informatique que ce que le programme montre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ne serait-ce que pour juste l'avenir, là, puis avoir une compétence de plus qui est vraiment pertinente. Puis après ça, c'est ça, s'il y en a d'autres comme moi qui écoutent puis qui se reconnaissent un peu justement dans ce côté-là, tu sais, d'avoir un côté artistique un peu, tu sais, intéressé par la création, la conception, que je pense, bien malheureusement, l'acteur traditionnel, c'est vraiment pas ce genre de milieu-là. Ça correspond. Je pense que c'est pas pour rien que dans la population générale, il y a comme un peu une forme de confusion entre les actuaires et les comptables. Les deux font pas pantoute la même affaire. Là. Ça a presque rien à voir. Mais les deux professions se ressemblent dans un peu comme le type de personnes qui les font. Ouais, définitivement. Il y a souvent un gros overlap. Un peu comme le lifestyle, un peu associé, etc. C'est là que tu as vraiment comme une forme d'overlap, même si les deux font évidemment au jour le jour pas du tout le même genre de tâches. Fait que pour ça, des fois, parce que je me rappelle, quand je commençais en actuariat, c'était quelque chose qui revenait à l'occasion. Les actuaires, c'est comme des comptables. Ben non, c'est pas comme des comptables. Puis on en était offusqués, mais c'était comme, non, on fait pas ça pantoute. Puis oui, c'est vrai que tu fais pas ça pantoute, mais c'est un milieu semblable. Fait que si t'es quelqu'un qui est là-dedans, dis-toi pas non plus justement que faut pas se dire que le défi comme intellectuel et tout va continuer d'être relevé quand tu es rendu sur le marché du travail, tu sais. Surtout c'est ça que t'allumes par rapport à l'actuariat, là. Tout ça à un moment donné comme redevient plus à bagaille un processus, puis c'est comme ça que ça marche. Fait que ça reste, c'est ça, des milieux très conventionnels, simplement. Puis je pense que c'est pas pour rien justement que t'as beaucoup de monde à un moment donné qui se font, qui sortent du domaine, puis qui se réorientent, puis qui font d'autres études comme je l'ai fait. Ouais, c'est ça. Par rapport aux aspirations, c'est quand même, vivre un peu le qu'est-ce qui t'allume vraiment. Là. Ouais. Comme on a dit, ça peut être long 15 ans. Ça peut être long 15 ans. Ça peut être long 15 ans avant ta retraite. Là. Ça, c'est le message aussi. Trouver quelque chose qui vous intéresse, puis c'est ça, retourner à l'école peut faire définitivement partie de ça. Puis je mangerais aussi surtout, c'est ça, des gens. Tu sais, je pense que tout le monde qui rentre en ça, qui s'intéresse à l'actuariat, qui complète le bac, etc., il n'y a aucun doute que tout ce beau monde-là est intelligent. Ça, c'est clair. Mais si tu as une personne intelligente qui est aussi justement très conventionnelle, cette personne-là, je vais parier qu'elle va très bien faire. Mais si tu as quelqu'un d'intelligent qui est justement à ce côté-là comme un peu introspectif, je veux faire les choses différemment, je remarque que telle chose marche pas bien, ce serait donc le fun. L'actuariat est un milieu très, comme je dis, conventionnel qui va pas favoriser ça, vraiment. Fait que oui, tu peux, je pense, transformer certaines choses de l'intérieur, comme j'espère en fait
le faire justement à partir de janvier. Mais si tu es vraiment dans un rôle que la description de poste, c'est que tu es un actuaire, ben, tu vas faire des choses d'actuaire, puis tu trouveras peut-être pas ton compte là-dedans. Oui. Je pense qu'une évolution quand même. Mettons, moi, j'ai remarqué des évolutions dans certains secteurs que ça donnait que j'ai travaillé. Mais effectivement, tu as beaucoup de bons points. Des secteurs, mettons, sûr qu'il y a des secteurs qui vont rester plus conservateurs sur ça. Mettons, le corporatif, entre autres. Mettons, c'est un bon exemple de ça. Mais tu as beaucoup plus de recherche et développement. Puis, tu sais, les assureurs en assurance auto-habitation. J'allais apporter le bémol IARD. Mettons, exactement. IARD, quand même beaucoup, qui est finalement assurance auto-habitation. Il y a beaucoup le flag pour des besoins en machine learning et en data science. Puis, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais, tu sais, finalement, là, c'est de poser la question, c'est quoi le profil que tu cherches? Parce que, tu sais, l'acteur, je pense, cale bien là-dessus. Le profil, mais il manque l'outil informatique ou puis quelqu'un qui est en informatique pourrait aussi probablement faire cette tâche-là. Fait que, il y a moyen de trouver un overlap, d'aller chercher différentes compétences, puis des fois aussi de faire en fonction de ses choix personnels. Là, ouais, c'est ça. Je pense que fait le tour pour ça. Mais c'est ça. Faites quelque chose qui fit avec le genre de personne que vous êtes. Là, définitivement. Puis je pense qu'on pense pas assez souvent. Tu sais, je pense qu'à bien des égards, justement, bon, l'actuariat, c'est plate, c'est de l'assurance, c'est des trucs comme ça, mais, tu sais, ultimement, comme un peu le sujet de ce que tu fais, je pense pas tellement d'importance, c'est plus la structure de comment tu fais les choses. Est-ce que tu as un processus ou tu as des projets? Est-ce que ton client, c'est toujours comme la même personne ou c'est plusieurs personnes? Tu sais, c'est comme un peu des préoccupations un petit peu plus abstraites, mais je pense qu'ils vont définir beaucoup de ce que tu tires comme satisfaction et de comment tu te sens au travail. Tu sais, c'est pas nécessairement ultimement qu'est-ce que spécifiquement sur quoi tu es en train de travailler, tu sais, assurance auto versus une révision de fiscalité ou autre, ou même justement, peu importe, mais c'est comment les choses se font. Puis c'est quoi que tu es appelé à déployer comme activité intellectuelle dans une journée. Pour te rattacher à ça, puis est-ce que ça te correspond vraiment? Exact. Non, effectivement. Pour ça, c'est juste la matière brute avec laquelle tu travailles, mais oui, effectivement. C'est une belle conclusion pour ça. Puis dernière question, c'est quoi le livre que tu recommanderais? Ton livre préféré, que ce soit un roman, un livre, machine learning, whatever, ou les deux? Ben écoute, puisqu'on a parlé beaucoup du cheminement en actuariat, justement, un livre que j'ai bien aimé parce qu'il se fait grand plaisir à détruire bien des choses qu'on fait avec ça, surtout en finance, c'est le Signe noir de Nassim Taleb. OK. The Black Swan. Je présume qu'il a été traduit en français. Là. C'est un livre qui a eu du succès il y a quand même plusieurs années maintenant. OK. Nassim Taleb, qui est un intellectuel, je dirais certainement... je dirais pas le plus diplomate. Okay. Il mange pas ses mots. Puis il se fait un plaisir de briser de la vaisselle pour le fun d'entendre le bruit que ça fait. Là. Nice. OK. C'est définitivement, là, mais ça n'empêche pas que c'est quelqu'un de très brillant qui a des... je dirais qui arrive à des conclusions tout à fait intéressantes et pertinentes. Puis c'est un livre qui se consomme vraiment bien. Là. T'as pas besoin d'avoir de notions là, poussées. Okay. Mais c'est une critique assez acerbe d'appliquer justement des approches justement qui sont utilisées en actuariat régulièrement. Puis je dirais que ça s'applique tout aussi bien au machine learning dans le fond, parce que je vous disais que ton modèle est 60 paramètres dans une régression logistique, par exemple, pour que ce soit un modèle de machine learning avec quelques millions de paramètres, reste que ultimement, tu es en train de squeezer une pyramide d'algèbre linéaire pour essayer de trouver un chemin qui fait du sens. Là. Il fait une belle destruction intéressante de ce genre d'approche-là. OK. Fait que pour quelqu'un qui a le goût de se faire challenger un peu, je dirais surtout justement en sortant, mettons, de bac en actuariat où tu t'es vraiment fait donner ça comme bagage, c'est le fun d'arriver avec quelqu'un qui un peu arrive puis donne un coup de pioche sur la tête en te disant que ça vaut pas grand-chose finalement. Là. Ne serait-ce qu'il peut très bien avoir tort, là, mais c'est juste pour se faire challenger. Là. Je pense que c'est pertinent de se faire challenger dans nos convictions. Là, finalement, là, une pensée, ça l'évolue, puis comment utiliser cet outil-là, ça l'évolue. Là, c'est bien beau l'idée, puis tout est excitant autour de ça, mais j'ai beaucoup de... Je me calme sur des affaires, je me dis, OK, c'est bien ça, mais c'est dangereux pour telle affaire. Il faut vraiment utiliser ces outils-là comme il faut. Là. Puis diminuer un peu le hype là, aussi, là, sur certaines affaires. Là. Que ce soit même... peu importe c'est quoi l'approche, là, même on va faire un réseau pour ça, on va faire ça. OK, on va se calmer un peu, OK, c'est le fun, c'est intéressant, les meilleures performances, mais il y a d'autres choses à se poser. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Puis
les choix là, qu'on fait autour. Là. Ok, je vais mettre dans la description. Est-ce un autre livre aussi, un roman ou... Ouais, quelque chose de plus soft un peu. Ben, là. c'est comme tu veux. S'il y en a un que c'était un gros lecteur ou... Hein? Ben, quand même, je dirais un peu moins récemment, là, à cause que j'ai plus lu des articles scientifiques. Là, fait que, j'ai moins été dans la lecture de bouquins là, en toute franchise. Là. Fait que je dirais spontanément même qu'il y a comme un lien avec l'actuel puis tout le reste. J'ai le goût de dire, ma lecture a été justement plus pour me détendre. Ouais. Fait que je dirais mon petit côté justement. Là, moi j'aime bien quelqu'un qui veut des recommandations de livres de fantastique autres que Game of Thrones. Ouais. J'ai bien aimé le livre le Malazan Book of the Fallen. C'était très bon. Puis là, on est ailleurs. Là, mais c'est correct, c'est parfait ça. Moi j'aime ça les romans aussi. Là. Ouais. Ça, mettons Witcher, là, c'est une série science-fiction. Fantastique plutôt, excuse-moi. Là. Ouais. Fantastique, que j'ai vraiment aimé lire. J'ai pas tout fini les livres, mais que je trouve... C'est un style d'écriture qui est vraiment différent de ce qu'on est habitué. Là. C'est polonais. Fait que des fois, on est beaucoup absorbé par le style américain là, qui est comme finalement tout le temps les mêmes workflows d'écriture. Ouais. Puis là, tu vas vraiment chercher quelque chose qui est différent, genre les chapitres, comment ils s'enchaînent, etc. Là. Ouais, c'est le fun. J'ai fait que je les lise à un moment donné. Non, je pense que puis ça se lit bien. Pour elle, le premier, là, dépendant de la séquence, comment tu veux lire, mais de la Switch, je pense que c'est un 300 pages. J'ai lu ça en un vol d'avion à peu près. Là, fait que ça se lit quand même très bien. Là. Puis un autre roman, sinon, peut-être? Toujours dans le filon fantastique, récemment, je me suis lancé dans The Stormlight Archives, qui est aussi populaire. Là. Je dirais, la beauté du premier que je vous ai dit, c'est que la série est terminée. Fait que c'est pas comme c'est pas comme attendre le 6e livre de Game of Thrones, c'est ça, que j'attends depuis 15 ans maintenant. C'est ça. Non, j'exagère. Mais c'est des bons livres, mais à un moment donné, c'est le fun pour avoir une conclusion avant qu'il meure. Cette série-là n'est pas complétée. Le 3e livre est sorti récemment, mais c'est un auteur qui est prolifique. Fait que j'ai pas de doute qu'il va se rendre au bout de ce qu'il veut écrire. Là. Mais que j'ai bien aimé aussi. D'ailleurs, de George R. Martin, il y a un livre de science-fiction qui a écrit en fait une nouvelle qui est de Volcrin, qui ont fait d'ailleurs une adaptation cinématographique à Netflix. C'est psycho, là. Mais c'est excellent. Pour vrai, j'aimerais ça lire le livre pour voir vraiment la différence. L'inspiration du... Exactement à quel point c'est close, mais finalement, ça tourne autour d'une histoire où est-ce que l'humain... Écoute, c'est pas trop clair, mais on se ramasse à... C'est pas ça qui est pertinent, mais on se ramasse dans l'espace. Puis il y a comme des espèces de psychiques, là, finalement, des gens, des capacités cognitives pour pitcher des images dans... Un peu comme des mentats, là, dans Dune ou de... Genre, là, tu sais, fait que finalement, mettons, comme présentement, je pourrais te pitcher des images de terreur ou de bonheur ou peu importe. Puis il y a comme vraiment, les gens ont vraiment peur de ça parce que c'est différent d'humain, c'est classique, tu sais. Fait que tout correspond. C'est ça, c'est une prémisse qui sent être très humaine, là, très pessimiste, mais qui est très humaine. Puis finalement, ils s'en vont chercher comme ce qui semble être le point de départ de l'univers. Puis ils veulent utiliser un de ces personnages avec ces capacités-là pour rentrer en connexion avec cette espèce d'entité-là qui sont pas certains c'est quoi. Puis là, ça tourne autour de ça, mais c'est d'une... Il y a des éléments, t'es comme... Je suis pas sûr encore compris qu'est-ce qui se passe. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vraiment bon. Mais c'est pas la sensation même qui a un côté un peu... comment je dirais, pas cosmic horror, mais un peu comme cosmic mystery, un peu. Là, des choses comme impénétrables comme par définition. C'est ça, tu dis de base, on comprendra jamais vraiment de tout le récit, c'était quoi ça. Là. C'est ça. C'est le fun, ça travaille. Là. Exactement. Puis il a gagné un prix d'ailleurs pour ça, un Pulitzer, je pense, c'est ça? Je pense que c'est ça. Ben, c'est un grand prix. Je pense qu'il a gagné un prix Pulitzer, me semble, pour ça, pour une nouvelle. Là. Fait que je te recommande de lire ça aussi. Je vais regarder ça. Merci beaucoup. Je connais l'auteur. Ben oui, ça a fait grand plaisir. Parce qu'on a fait notre petit tour. Là. Oui, quand même. Ça a bien été. Puis j'espère continuer à suivre qu'est-ce que tu vas faire. C'est intéressant. De toute façon, on a peut-être des annonces qu'on va faire dans pas long. Hein. Tout à fait. Exactement. Merci. Merci à toi.